Alors que le monde poursuit sa course effrénée, il reste en Polynésie des lieux où le temps semble s'être arrêté. Autrefois lieu de culte et de vie des civilisations pré-européennes, le Marae revêtait un aspect culturel central dans l'organisation des sociétés polynésiennes. Mais depuis l'arrivée de l'Évangile, les anciennes religions ont progressivement été oubliées et les Marae bien souvent laissés à l'abandon. Ce n'est qu'à la fin des années 60 que les premières restaurations ont été réalisées. La culture dominante a toujours voulu tourner en dérision, voire interdire, les pratiques telles que les religions anciennes, la danse, le tatouage ou encore les mœurs vestimentaires. Au point de l'inscrire au titre de folklore dans l'imaginaire collectif. Pratique d'un ancien temps, bonne à attirer les touristes et faire la couverture des magazines. L'époque a bien évolué et les Polynésiens ont cette force en eux, celle qui les ramène à la terre et à se réinventer perpétuellement malgré les interdits. Ils vivent aujourd'hui leur ritualité à l'image de leur réalité. La morale sociale à l'égard des pratiques anciennes s'est assouplie. Et c'est avec beaucoup d'implication et de respect que les Tahitiens réinvestissent ces pans de leur culture et ces sites considérés comme sacrés. Quand on était encore petit, nos parents nous interdisaient d'aller jouer autour ou sur les marais parce qu'il y avait encore ce tabou. Ils ne nous donnaient pas d'explications, de réelles explications. Et ils parlaient beaucoup de Varua Ino, ces esprits maléfiques ou un peu mauvais qui vont venir t'attraper ou te faire du mal. Donc, dès petit, on avait déjà cette crainte de venir sur le marais. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'on a pris de l'âge déjà, on a pris plus confiance en nous et puis on a étudié aussi. On a étudié ce que c'est un marais. Et donc je pense qu'on appréhende d'une autre manière le marais, mais toujours en respectant le site. Le site parce que c'est un site sacré.
faire un spectacle sur le marais, c'est venir aussi, c'est une manière de confirmer son identité. C'est aussi une manière de se réconcilier avec ses racines, avec ses origines, pour se réapproprier cette identité maori. Les spectacles de danse polynésienne sont des moments intenses. La force qui se dégage des gestes et des chorégraphies, des danseurs et des danseuses, est directement en relation avec le marae et le mana qui émane de ces pierres. Cette passion avec laquelle s'investissent les populations dans la réappropriation culturelle de ces lieux peuvent prendre diverses formes. Chacun investissant les marae avec l'approche qui lui semble la plus naturelle. Si certains tentent de toucher un public plus large, d'autres ont décidé de vivre leur marae de manière plus intime, avec toute leur dévotion, ramenant les esprits à la lumière, renouant avec les traditions et les éléments qui les entourent. D'abord, durant l'année où nous avons restauré le site, l'année 2000, on a commencé en janvier et on a terminé en décembre. Nous avons d'abord fait une première cérémonie de resacralisation. C'est-à-dire qu'on a redonné à ce marae-là sa fonction de lieu de culte et aussi une vie. Hein. On lui a rendu sa vie, hein, pas seulement la fonction, il est vivant. Hein. On a fait une cérémonie adéquate pour ça. Ce qui fait que ce marae, depuis, il est vivant. Donc nous avons réveillé, on va dire, hein, carrément, les énergies-là, l'esprit des ancêtres, les dieux que nous interpellons pour prendre place pendant les cérémonies. Chaque année, il y a une cérémonie qu'on célèbre de manière quasi systématique. C'est celle qu'on appelle en tahitien Mawar Amatahiti. Ça signifie maturation, hein, des produits de la nature. Et cette cérémonie-là nous est signalée par la floraison des roseaux de montagne, qui arrive généralement fin février, début mars. Il n'y a pas une date précise, hein. C'est seulement une observation. Dès que ça fleurit, ça veut dire que dans les 15 jours qui suivent, il faut mettre en place cette cérémonie. Cette cérémonie consiste à remercier les divinités, hein, qui ont fait en sorte qu'ils nous ont écoutés, qu'on leur a fait nos incantations, nos prières pour nous aider à déjà réaliser des plantations, des fa'apu,
Et ensuite à faire en sorte que les plantes poussent correctement, voire même arrivent à terme et produisent des jolis fruits ou des belles racines de manioc, de oufi ou de taro. On dépose les offrandes, c'est pour eux aussi, des fleurs, des fruits, tout ça. Pourtant, c'est eux qui nous ont permis de les avoir. Voilà, c'est une manière de leur rendre également la monnaie de toute cette activité naturelle dont nous avons profité pendant toute cette année. Après les offrandes, je demande à chacun, quand le bouquet de aïho est enflammé, de mettre leurs mains dessus, de manière à ce qu'ils aient un petit peu mal. Hein. Bon, c'est un peu... Mais le sens de cette souffrance, c'est de contribuer à la souffrance de la terre, notre terre-mère qui est Paparaharaha. On sait qu'aujourd'hui, elle souffre d'autant plus que le monde est en train de se moderniser à outrance, sans contrôle, sans limite, la pollution et tout ça. Donc, nous lui apportons ce signe-là qu'on ne veut pas te laisser souffrir seul, on veut aussi contribuer à ta souffrance. Voilà le sens. Hein? C'est un peu une sorte de sacrifice entre guillemets. En Polynésie française, le visiteur en quête de connaissances doit laisser son bagage culturel à la maison s'il veut pouvoir profiter de toute la richesse qui l'attend. Les peuples de voyageurs qui se sont installés là il y a bien plus de 1000 ans ont emporté leur culture, leur force et leurs arts avec eux. Ils les ont adaptés aux environnements qu'ils abordaient, aux sociétés qu'ils créaient. Et parmi la kyrielle d'îles qui compose la Grande Polynésie, un art majeur qui de tout temps raconte l'histoire personnelle de celui qui le porte, mais aussi celui de tout son imaginaire, de toute sa culture. Le même art pour tous, mais un art unique à chaque fois, le tatouage. Expression première d'une humanité qui se distinguait alors de la bête, la pratique est devenue à travers les millénaires comme un bijou précieux, alors qu'il fait partie intégrante de l'homme ou de la femme qui le porte en son derme. Voici une pratique locale qui nous subjugue et questionne toujours autant. Et pour en parler, partons aux Marquises. Ça fait 7 ans que je tatoue. J'ai appris à tatouer ici aux Marquises, à Iwawa, avec un homme qui s'appelle Petelano Muihau. Et j'ai appris avec la transmission orale et en même temps avec les moyens modernes. Et les touristes qui viennent ici dans mon shop, ils veulent surtout quelque chose qui symbolise le voyage, l'amour, les astres, la clairvoyance, force intérieure. Ces motifs-là reviennent souvent. Et aussi, bien sûr, leur famille. Ça reste des œuvres personnelles et intimes. Aujourd'hui, on fait tous du tatouage moderne dans la technique, les nouvelles machines, tout ça, l'hygiène. Mais le tatouage reste traditionnel, marquisien. Le tatouage traditionnel comporte beaucoup de plaques noires. Il devient un peu plus fin, mais le noir revient encore à la mode.
Des gars comme Alain viennent se faire tatouer tous les bras en noir pour recouvrir tous ces autres tatouages qu'il a eu auparavant. C'est-à-dire on garde ça alors, non? Oui, voilà. Enfin, on garde cette partie-là. Oui, cette partie-là en noir. En noir. Il me reste que du blanc. Aujourd'hui, je recouvre mes tatouages, ce qui me... ça ne veut rien dire. Du coup, je cache avec du noir. Ce noir-là, ce style-là, ça rapproche plus avec ma culture marquisienne. Dans un monde aux influences variées, en constantes interactions, on pourrait penser que l'art du tatouage polynésien pourrait se diluer, être oublié comme les lois missionnaires du XIXe siècle auraient voulu qu'il soit. Mais c'est sans compter la forte identité des peuples du Pacifique et de leur intérêt toujours croissant pour leur propre culture. En Polynésie française, le renouveau culturel, déjà bien amorcé dans les années 70 par la réappropriation du patrimoine immatériel, a vu la langue, les danses ou encore le tatouage revenir sur le devant de la scène et se poser comme de véritables pratiques identitaires. L'histoire reprenait ses droits et ses pratiques, décriées un temps, retrouvaient alors doucement le chemin de la gloire, servant de véritables ambassadeurs à des cultures qui n'avaient pas fini de rayonner. À Moorea s'organise maintenant une convention de tatouage bien particulière. Tout le grand triangle pacifique, mais aussi les ancêtres d'Asie du Sud-Est, sont venus commémorer un temps l'avènement de leur art sur le grand échiquier des cultures du monde. Mais aussi et surtout, le chemin que leur pratique du tatouage traditionnel a parcouru. À l'heure où le tatouage est devenu à la mode dans le monde entier, restent en Polynésie des événements ambitieux, hors des prétentions mercantiles du monde moderne, où l'on favorise encore les échanges et l'émulation entre les artistes et le public. Ainsi, les visiteurs peuvent enfin sentir toute la profondeur de l'âme polynésienne. Ils apprennent à laisser de côté l'aspect esthétique que comporte un tatouage pour se plonger dans son contexte culturel. Et c'est une démarche bien nécessaire si l'on a envie de comprendre pourquoi la pratique est si fondamentale pour tout un pan de l'humanité. Déjà, la culture polynésienne, elle est riche. Le tatouage, la danse, l'art culinaire, la pêche, l'agriculture, le tressage, c'est tout ça réuni, ce qui fait que la culture est vivante et stable et puissante. Aujourd'hui, il y a très peu de tatoueurs qui font du tatouage traditionnel, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est pas important, hein. Ça fait partie de l'histoire. Et cette histoire, cette évolution du tatouage a bien des retentissements dans la société moderne polynésienne. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui embrassent cette identité et prennent le chemin des anciens maîtres tatoueurs pour devenir eux-mêmes des artistes à part entière
mais aussi des guides pour les générations à venir. On les retrouve dans les tattoo shops qui habillent Papeete et recouvrent le derme de ses habitants. Ici, on est dans le studio Tattoo by Patou. C'est ici que moi et mon équipe, on exerce notre passion. En tout, on est 5 dans la team, artistes tatoueurs diplômés du centre de métiers d'art. Et un tattoo shop, c'est un endroit où on exprime notre art, on exprime nos émotions. Et même aussi, c'est une plateforme qui permet aussi d'aider les jeunes qui rêvent un jour d'être tatoueurs. Et moi, je leur donne les moyens. J'ai commencé en 2004 comme les jeunes. En fait, je me reconnais dans ces jeunes-là. C'était le même parcours que je faisais. J'avais envie de m'en sortir. J'avais envie d'être un bon tatoueur. Et j'allais aussi voir d'autres tattoo shops. Il n'y a pas meilleure vie en tant qu'artiste de vivre de sa passion et d'en faire son métier. Parce qu'en fait, en réalité, tu ne travailles pas. Tu t'exprimes et ça te permet aussi de te nourrir et de nourrir plusieurs personnes. Je pense que le tatouage aujourd'hui et même les autres arts est un vecteur d'ascension sociale. Ça permet de faire vivre des familles aujourd'hui, de sortir plein de jeunes de leur situation, de donner une image de dignité à chacun et en même temps de porter le patrimoine au plus haut. Chacun a sa démarche par rapport au tatouage. On essaie de traduire au maximum, au mieux, ce qu'ils veulent représenter. Et en même temps, ça permet d'affirmer leur personnalité. Je ne raconte pas d'histoire, je veux dire, par rapport au tatouage. Ce que je fais, moi, j'interprète la vision d'une personne. J'aimerais ce motif-là. Et ce que je fais, je passe juste les symboles. J'essaie d'harmoniser plusieurs symboles pour qu'au final, ça soit esthétique et au niveau de la symbolique, structuré et puissant aussi. C'est ce qui va t'accompagner tout au long de ta vie jusqu'à ton dernier souffle. Si toutefois le pas d'une échoppe de tatouage est toujours difficile à franchir, on peut tous les ans à Tahiti assister à une convention de tatouage, tout ce qu'il y a de plus classique. Dans les salons feutrés des grands hôtels locaux, on peut ainsi voir à l'œuvre les meilleurs tatoueurs polynésiens. Chacun rivalise de talent et d'imagination pour satisfaire son client, mais aussi dans le but de gagner un des prix qui récompense les meilleures œuvres. Des juges émérites qualifient la précision des traits, l'originalité, le positionnement sur le corps et d'autres critères qui ne manqueront pas de nous échapper, tant il est vrai que le spectacle peut d'abord laisser pantois, alors qu'en coulisses, les enjeux sont bien réels. Pour moi, une convention, c'est donner le maximum de toi, de montrer toutes tes capacités, toutes tes compétences sur une courte durée. Ça peut durer 2 jours, ça peut durer 3 jours. Tu te mesures comme meilleur. Et le fait qu'il y ait toutes ces personnes de haut niveau, ça provoque l'émulation. Il faut que tu montres qui tu es. Tu aies confiance en ton travail et que tu portes aussi tout un peuple derrière toi. C'est ce qui va te mettre la pression et ce qui va te pousser à donner le meilleur de toi-même. Dans les rues de Papeete, à Tahiti,
l'artisanat local s'exprime dans bien des vitrines. Les arts s'exposent pour le plaisir de tous et les touristes de passage ne manquent pas de repartir avec un souvenir. En emportant chez eux un item, ils emportent un symbole fort d'un voyage aux antipodes. C'est que l'art polynésien porte en lui ce marqueur fort d'une culture de grands voyageurs. Les matières sont variées et l'imagination des créateurs n'a pas de limite. Bois, os, nacre, pandanus ou perles se marient à l'infini sous les mains des maîtres artisans. Sur place, certaines échoppes confectionnent elles-mêmes leurs bijoux. Mais le plus souvent, elles s'alimentent en pièces d'exception chez des artisans locaux, comme à l'atelier Procope. L'atelier est une véritable institution de l'artisanat local depuis 30 ans maintenant. Si leur boutique offre une grande variété créative au regard, ainsi qu'aux bourses, les visiteurs peuvent aussi aller dans l'atelier observer les artisans à l'œuvre sur différentes pièces, différents matériaux. Comme ici, sur ce qui était avant un couteau classique, ou encore sur ce qui sera bientôt un bijou sculpté. Aujourd'hui, ils travaillent le bois et la perle. Mais ce qui a fait la renommée de l'atelier Procope, c'est le travail de la nacre. Bon, le travail de la nacre, c'est assez long et fastidieux, quoi. Ça commence déjà par la réception de la nacre brute, quoi. Donc de là, on va faire un triage en fonction des épaisseurs et des tailles. Par la suite, on va aller les meuler, c'est-à-dire enlever la couche superficielle, on va appeler ça les écailles, ponçage de la nacre, jusqu'à arriver à un point où il n'y a plus de rayures, quoi. À partir de là, ça part soit en gravure ou soit à la découpe. Au niveau des gravures sur la nacre, on travaille avec des espèces de Dremel, des micromoteurs pour faire les gravures. Donc tout est gravé à la main, hein. Donc après, pour tout ce qui est les logos, les images calibrées, où il y a des chartes graphiques bien spécifiques à suivre, on passe tout ça au laser, quoi. Donc c'est une espèce d'imprimante géante qui envoie un faisceau et qui grave en fin de compte la nacre, quoi. Au niveau des gravures et de tout ce qui est aspect traditionnel, on est obligé d'évoluer avec le temps, hein. Donc on ne laisse pas le traditionnel de côté, au contraire, on continue à l'utiliser au travers des dessins et compagnie. Mais au niveau de la technique à proprement dite, on utilise du matériel dans l'air du temps, quoi. L'évolution a fait qu'on a accès à des technologies et à des matériaux beaucoup plus avancés pour pouvoir aller plus vite, être plus précis et faire du plus beau en fin de compte. Donc c'est pas vraiment mettre de côté la tradition, c'est, je dirais, plus sublimer ce qui a déjà existé, quoi. Et pour sublimer tout ce qui leur passe sous la main, on a une méthode simple à l'atelier Procope. Travailler en équipe pour produire des pièces de qualité, toujours exceptionnelles, avec la régularité d'un métronome. Mais pour cela, encore faut-il savoir partager son savoir-faire. Donc actuellement, nous sommes 18 employés et tous issus de milieux modestes, quoi. Donc on met un point d'honneur à former la jeunesse locale. Donc on reçoit souvent des élèves de Rikitea, du CED de Rikitea, du Centre des métiers d'art de Papeete. Donc en moyenne, ce serait une quinzaine d'élèves par an, quoi, hein. D'ailleurs, l'atelier participe aussi aux évaluations des élèves, quoi. Donc là, actuellement, mon père, il est en train de faire les évaluations des élèves, quoi, pour qu'ils aient leur diplôme et compagnie, quoi.
Le savoir-faire local, ça se transmet de manière orale et de manière manuelle, c'est-à-dire montrer. Donc d'où cet aspect humain qui est hyper important, quoi. On reprend simplement les bases, les traditions d'avant, c'est-à-dire la transmission du savoir-faire de génération en génération, quoi. Tout l'héritage de nos ancêtres, quoi. Cet héritage ancestral, on le retrouve dans toutes les pièces que présente l'atelier. Mais si on veut sentir de façon plus authentique encore la relation qu'ont les Polynésiens avec leur artisanat, il faut s'éloigner un peu de Tahiti pour aller jusqu'aux Marquises, la terre des hommes. Et plus précisément à Fatuhiva, petite île volcanique offrant ses colosses de basalte et ses calderas à la vue des rares touristes de passage, venus admirer ce joyau encore préservé. Ce qui donne d'ailleurs l'occasion à la population d'exposer son savoir-faire. Et principalement leur art du tapa, dont Omoa en est la capitale. La fabrication de cette étoffe, dont les anciens détenaient déjà le savoir-faire, nécessite bien des étapes. Et les artisanes qui leur donnent vie sont les faiseuses, mais aussi les passeuses de cet art ancestral. Il y a 4 différentes écorces. Le tapa, il y a l'écorce de l'arbre à pain qui est de couleur beige, l'écorce de la racine du bagnon qui est de couleur marron, il y a celui du caoutchouc qui est aussi de couleur marron, plus clair, et celui de l'écorce du mûrier. Sa particularité, c'est d'avoir une couleur blanche. Pour pouvoir avoir une bonne écorce, il faut attendre la grande lune et la nouvelle lune. Et à ce moment-là, il faut couper. Ça, c'est le kiva. Kiva. Et ça, c'est le ike. On commence toujours à battre le tapa, l'écorce, avec les grosses rainures, pour pouvoir bien écraser. Et au fur et à mesure, on arrive jusqu'aux petites rainures. Vous voyez, j'ai tapé là. C'est le côté, c'est le dos quoi, du tapa. C'est le côté lequel j'ai enlevé l'écorce extérieure. Et la face sur laquelle on va décorer, c'est celle-ci, c'est le côté qui touche le bois. Là, je suis en train de pahua, on dit. Pahua, c'est battre 3 fois, 4 fois chaque côté. Tout dans la confection d'une œuvre en tapa est d'origine naturelle. L'écorce, bien sûr, mais aussi les pinceaux utilisés pour ornementer le support, faits de bambou et de cheveux finement taillés. L'encre aussi est végétale. On utilise des feuilles de Papaneau auhe que l'on pilonne jusqu'à l'obtention d'une pâte sombre.
Cette pâte, une fois pressée, donnera un jus noir qui servira d'encre pour faire du tapa non seulement une expression culturelle, mais aussi une véritable œuvre d'art. Je vois souvent Solange. Des fois même, j'allais lui demander des conseils parce qu'elle a travaillé plus longtemps le tapa que moi. Étant donné que il ne vivait que de ça. C'est celle qui faisait, je pense qu'elle fait toujours les démonstrations pour les touristes. C'était la première. On peint ensemble, on bavarde. Alors la qualité principale pour peindre, pour la peinture sur tapa, c'est surtout la patience. Parce que c'est un travail très minutieux. Le tapa, c'est vraiment une économie de l'île. Beaucoup de familles, beaucoup de femmes ont pu bâtir une maison, ont pu faire une maison avec, juste avec l'argent du tapa. Ça fait vivre tous les hommes, les femmes de ce village. Et là, c'est vraiment, oui, transmettre son savoir à la génération future, c'est important. C'est important. Pour ne pas que toute cette culture-là, elle meure. Il faut savoir que Fatouiva, c'est la seule île qui fait vraiment du tapa encore, aux Marquises et je pense dans toute la Polynésie française, bien sûr. On peut visiter la Polynésie pour diverses raisons. Sa culture et ses arts, ses sites sacrés ou ses activités de pleine nature. Mais quelles que soient nos raisons ou nos passions, à la fin de la journée, chacun se retrouvera autour d'une table pour goûter ce que les fourneaux locaux ont à proposer. Et s'il est un endroit incontournable où se rencontrent les hommes, les influences et les saveurs, c'est bien la place située sur les quais de Papeete. Chacun y trouvera alors de quoi se satisfaire dans une atmosphère et des habitudes culinaires on ne peut plus populaires. On se trouve sur la place Vaiete, un lieu emblématique de Papeete puisque se sont rassemblées les roulottes. Ce qu'on appelle les roulottes de Tahiti, ce sont comme des food trucks en fait. Se croisent les Tahitiens, les capitaines de bateaux, les touristes pour dîner le soir à 2 ou à 15 dans une ambiance familiale, détendue et cosmopolite. C'est là tout l'intérêt de ce lieu puisqu'on peut y manger à la fois des repas occidentaux, des crêpes bretonnes, des steaks frites, mais aussi des plats d'origine chinoise et typiquement locaux, tels que le matinito, qui veut dire littéralement repas chinois. Les Chinois de Chine font leur nourriture avec les ingrédients qu'ils ont à leur disposition. Et quand ils émigrent, ils doivent composer avec les aliments qui sont sur le territoire d'accueil. Il y a deux types de poissons crus ici.
spécialité locale, le poisson cru au lait de coco, spécialité tahitienne, et le poisson cru à la chinoise. La différence, c'est que ce poisson cru à la chinoise, c'est la communauté chinoise qui l'a adapté au palais des Tahitiens pour leur plaire et leur proposer une sauce un peu plus aux tonalités aigre-douce qui rappelle la cuisine chinoise. Alors derrière moi, tu peux voir la roulotte Marie. Elle est intéressante parce qu'elle représente bien cette rencontre entre les cultures. On a un nom de roulotte chez Marie, bien français. Et pourtant, en dessous, tu peux voir spécialité chinoise avec des plats tels que le chow mein, le poisson cru. Tu peux sentir qu'il y a un bon veau à la broche qui est en train de cuire sur les braises. Et là encore, c'est emblématique des plats tahitiens. C'est un plat qui est cher au cœur des Polynésiens. Tout se rencontre. Et même dans les personnes qui vont faire la cuisine et qui vont la servir, tu vois bien que toutes les générations se rencontrent et tu vois des profils à la fois chinois et polynésiens qui sont au service des clients de toutes nationalités confondues. Et c'est ce grand métissage qui caractérise le mieux ce que l'on retrouve dans nos assiettes en général. La cuisine traditionnelle a toujours sa place, bien entendu. Mais la diversité de ce qui est proposé sur les étals des marchés est trop tentante pour se cantonner à une cuisine de subsistance. Et cela, les initiés de l'alchimie culinaire l'ont bien compris. Alors, dans les allées, chacun s'échange ses recettes, ses façons de faire pour créer tous les jours des nouveaux plats qui nous aident à poursuivre notre voyage. Moi, j'ouvre en fait la feuille par le milieu et je fais des fines lamelles, c'est vietnamien, et je fais un bœuf sauté dessus avec une petite sauce Ngoc Man. Là, c'est bon ça. Comme je plante aussi maintenant. Ciao, avec le menchi, c'est très bon. À la base, la cuisine, c'est vrai qu'il faut quand même avoir des bases, un minimum de bases et avoir un univers. Moi, j'essaie en tout cas personnellement de faire des recettes peut-être déjà un petit peu traditionnelles, mais de les revisiter à ma façon. On part toujours d'éléments existants, mais après on y incorpore ses touches personnelles, sa culture, sa sensibilité. Et c'est ça le plus important dans la cuisine, c'est donner envie aux gens de manger et de goûter un petit peu et de voir un petit peu l'univers. C'est un peu comme la musique, la peinture. C'est donner un éventail de couleurs ou de richesse de goût et de transmettre aux gens cette envie en fait de partager, parce qu'en fait ma cuisine c'est le partage. On a une salade de méka à la mangue, du coup c'est un mix un petit peu de Polynésie, et une petite pointe d'Asie du Sud-Est, avec un petit peu de Ngoc Man, du piment, un peu de citronnelle, un peu d'oignon rouge, du basilic, de la menthe. La préparation était relativement simple. De la mangue verte râpée, un petit peu de carottes, pour donner du croquant en fait à la mangue aussi, parce que la mangue, une fois qu'elle est saumurée, elle perd un petit peu de son croquant. Donc du coup la carotte, ça lui redonne ce côté un peu crunchy. Mais la mangue verte a cette petite acidité, même si on remet plus tard du citron, pour donner ce côté fraîcheur en fait à la salade, parce qu'en fait on vit dans les pays chauds, donc c'est sympa d'avoir cette petite teinte de frais. C'est un petit peu la teinte de la Polynésie. Finalement, on retrouve du rouge, du vert, du jaune. C'est un peu à la façon d'une peinture de Gauguin, beaucoup de couleurs dans l'assiette.
Et c'est ça le plaisir. Ma culture culinaire, c'est très simple. J'ai commencé à goûter des plats très traditionnels avec mon grand-père qui faisait très bien la cuisine. J'entrais, j'ouvrais la porte et j'en sentais cette petite odeur de soupe, de petits mijotés, c'était génial. Alors le umami, je pense que c'est une saveur qui existe dans toutes les cuisines. Je pense que c'est le fil conducteur du plat. Et après, tous les éléments qui viennent en sus sont juste des éléments qui permettent de teinter ce umami et de l'améliorer ou de le faire ressortir. C'est ça le plus important. Et cette recherche du goût, certains l'ont élevé au rang d'art pour le proposer aux plus prestigieuses tables. À quelques battements d'ailes de Papeete, l'atoll protégé de Tetiaroa renferme ses trésors naturels, mais aussi gastronomiques. Comme dans les cuisines du Brando, où l'on se prend à préparer, entre autres, un poisson cru au lait de coco, véritable institution des repas polynésiens. Alors je pense que c'est une tradition et un savoir-faire qui s'est passé de génération en génération, comme on peut trouver dans beaucoup de pays, mais c'est vrai qu'ici ça va être ancré en fonction des îles d'où on vient, des recettes de famille justement, et je pense que chaque famille a sa façon de le faire. Nous on le fait d'une façon en cuisine. Ce qui fait un grand plat du poisson cru pour moi, en tout cas un des plus classiques, c'est effectivement on va pouvoir le retrouver je pense dans tous les hôtels quasiment, tous les restaurants de la Polynésie, parce que c'est le plat phare. Et pour moi la meilleure façon de le réussir, il n'y a pas de secret, c'est les ingrédients. C'est prendre un poisson qui a été pêché la veille ou le jour même, c'est encore mieux. Avoir du lait de coco frais qu'on va presser, éviter absolument la boîte de conserve qui va donner un goût et qui va forcément être importé. On a des cocotiers partout ici, le lait de coco frais, ça change tout sur un poisson cru. Du citron local aussi, de concombres frais, carottes frais, tomates fraîches. Voilà, ça change la donne pour moi, ça change un vrai poisson cru traditionnel. Si on veut retrouver le goût de celui que fait la famille, c'est la fraîcheur. Et ça pousse ici, dans cette recette, on n'a que des ingrédients qui peuvent être locaux. C'est la force aussi de cette recette, c'est qu'on a besoin de rien faire importer. Et des plats aussi emblématiques que succulents, les cuisiniers, mais aussi les Polynésiens, savent nous en préparer une infinité. La générosité de l'océan, la luxuriance de ce que l'on trouve à terre, ainsi qu'un savoir-faire culinaire en constante adaptation, procurent des ingrédients exceptionnels que bien du monde leur envie. Et ce sont les grands classiques qui peuvent être alors revisités en profitant de cette richesse polynésienne. Bienvenue en Polynésie, où le plaisir des yeux succède au plaisir des sens, et où le sens de l'accueil a su être élevé au rang d'art. Mais il y a ici, au milieu du Pacifique, un autre art, trop souvent oublié, celui de tout faire pousser. Bien sûr, on sait facilement exploiter ce que cette nature luxuriante nous offre. Mais depuis des millénaires, on sait aussi planter ce qui nous est nécessaire pour nous sustenter. Face à un monde extérieur qui parfois paraît bien instable, il est bon de pouvoir se reposer sur des savoir-faire ancestraux qui sont capables d'assurer la cohésion de la société tout autant que le maintien de sa santé. Aujourd'hui, les agricultrices et agriculteurs de Polynésie se tournent vers des méthodes plus respectueuses de leur environnement. Des méthodes toujours plus proches de ce que pratiquaient les ancêtres, grâce à de la recherche, mais aussi et surtout avec beaucoup
de bonne volonté. Comme à Tahiti, à la ferme de Tipapa. Là, on est à Tipapa, à la ferme de Tipapa à Aroué, sur les hauteurs de Aroué. C'est un terrain qu'on a acheté en 1997. Et au début, c'était pas, il n'y avait pas grand-chose qui poussait sur le terrain. Et à l'époque, je ne savais pas trop comment planter. Donc, on plante des trucs qui ne poussent pas. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, parce que quand j'étais petite, mon grand-père, il plantait, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas tout ça. C'était tout naturel, puisqu'on ne connaissait pas tout ça. On a essayé de planter des citronniers, mandariniers, et on a essayé de planter des légumes, hein. Mais la terre était vraiment mauvaise, parce que la terre, c'est du mamou ici, hein. J'ai fait des recherches sur le net depuis 2011. Hein. Début 2011, j'ai trouvé la permaculture. C'était pas encore bien connu, la permaculture, à l'époque. Hein. Il faut quand même avoir beaucoup à manger dans son jardin. Et les gens devraient planter chez eux. Hein. Parce qu'avant, on faisait beaucoup de réserves. Et là, j'ai trouvé vraiment quelque chose de merveilleux, c'est de faire de la permaculture. C'est de la culture en permanence. Donc, tu as toujours à manger. En fait, le plus dur, c'est l'aménagement, c'est le travail du sol au début. Hein. Et après, c'est beaucoup plus simple. En bas, là, on est en train de refaire une parcelle où on a quand même planté pas mal de choses. C'est le seul endroit où on peut planter des légumes. L'endroit le plus exposé au soleil, du matin, parce que les légumes, tu ne peux pas planter à un endroit où c'est exposé au soleil de l'après-midi. Là, les légumes, ils vont souffrir. Cette terre-là, c'est une terre qu'on a produite. Hein. Parce que comme il n'y avait pas de terre, il a fallu produire. Et on a produit avec un tout petit peu de terre et avec aussi du mamou qu'on a écrasé et tamisé. Et beaucoup de produits végétaux. On ne peut pas dire déchets parce que c'est de l'or. Tout ce qu'on a là, c'est de l'or. Il ne faut pas jeter. Il faut juste remettre à la terre. Voilà. Il faut planter de tout. Hein. Il faut pouvoir remplacer le riz et le pain. Et donc, qu'est-ce qui peut remplacer le riz et le pain chez nous? C'est le ourou, bien sûr. Nous, on a un pied de ourou. C'est le manioc, le taroua, le oufi et les patates douces. Tout ça, il faut le planter. Même les patates douces, il faut planter aux abords des routes. Hein. Il faut planter partout. Les patates douces, au bout de 5 mois, tu as à manger. On plante là où il y a de la place. Hein. On a essayé de vraiment exploiter tout espace. Hein, qui soit bon à produire. Comme par exemple la barrière, la tonnelle, les arbres aussi. Hein. On a utilisé des arbres pour faire pousser nos pitayas parce qu'on n'a pas vraiment d'espace pour planter des pitayas. Donc on a utilisé nos avocatiers corosoliers et des souches d'arbres morts pour pouvoir faire pousser nos pitayas. La ferme, c'est surtout pour nous, hein, pour notre consommation personnelle. Hein. Et quand on a de trop, soit on transforme, soit on les vend. Voilà. Ou on donne. On donne beaucoup. Ce qui passe. Quand c'est la production, ouais. Et une production simple et saine, les hommes et femmes de Polynésie la développent un peu partout, jusqu'aux Marquises, où cultiver son champ s'apparente parfois à cultiver son héritage. Dans de petits espaces jardinés, que l'on appelle communément des fa'apus, certains s'amusent à faire pousser juste ce qu'il faut pour mener une vie aussi douce que l'air qui les caresse. Originaire de Montréal, ça fait 25 ans que je suis là. J'ai fait que ça, planter, travailler, construire ce qu'on a là, tu vois. Et voilà. Un fa'apu, c'est tout simplement tout ce que tu plantes pour se nourrir tous les jours. Dans mon fa'apu, j'ai un peu de tout. J'ai des tomates, j'ai des poivrons, des haricots lents, des taros, des concombres,
un peu de tout. Tu peux mettre un peu au bord de route pour avoir un peu de sous, pour se nourrir un peu, mais j'ai tout ce qu'il faut dans le Fa'apu. Et puis je travaille ma terre moi-même, et grâce à mon beau-père qui m'a laissé un tracteur. Alors je laboure ma terre et c'est facile pour moi de repiquer mes patates. C'est le bien que le beau-père m'avait laissé et que son père lui a laissé. Là, maintenant, je travaille dessus. Fois avec mon beau-frère, on travaille ensemble, on s'entraide. On a préparé la terre avec le tracteur et puis après on a planté des patates, différentes patates, au moins 5 espèces de patates différentes. Je travaille bio, comme j'ai travaillé avec mes parents et puis on n'avait pas de produits pesticides, quoi. Il n'y a rien du tout en ce temps-là avec mes parents. Ouais, ça pousse naturellement. C'est du gâteau, c'est de la bonne terre noire. Ouais, et puis avec ça, tout pousse, quoi. Pas besoin d'ajouter quelque chose. Parce qu'avant, ici, c'était un pack à cheval. Avant, c'était là que je mettais mes chevaux. Donc je crois un peu que la terre était devenue un peu riche avec tout ça. Ça me donne la forme tous les jours. Et j'aime faire ce métier-là parce que j'ai ça dans le sang. Avec mes parents, on faisait ça tout le temps. C'est un plaisir pour moi, quoi, de travailler dans la terre, quoi. Cet amour du travail de la terre, chacun le partage profondément en Polynésie. Quelle ironie pour un peuple venu de la mer, dira-t-on. Mais détrompez-vous, même s'il s'agit de cultiver son potager, l'analogie avec la navigation n'est jamais très loin. Rendez-vous pour cela à la presqu'île de Tahiti. Alors voilà, ici nous sommes sur la presqu'île de Tahiti. C'est quand même quelque part le grenier de la Polynésie. C'est là où pousse la majorité de ce qu'on mange en Polynésie. Le climat est quand même assez favorable, dans le sens où il y a de l'eau, où c'est aéré, où il y a de l'espace. En particulier, nous, on a des agrumes. On a à peu près tous les agrumes. On fait aussi de la papaye, des avocats, du taro, des mangoustans, un peu de salade. Ça part dans les magasins, en grande surface, dans des hôtels, un peu chez les grossistes. Et ça part également en distribution directe, avec la ruche Kidiwi, avec les paniers sur Taravao. Le bio, ça a plusieurs aspects. Il y a la qualité de ce qu'on a dans son assiette, qui est évidente, parce que, je veux dire, nutritivement, je pense que c'est quand même meilleur, ça met un peu plus de temps à pousser. C'est quand même un produit qui est indemne de pesticides. Ce n'est pas rien. Maintenant, sur le plan de l'environnement, quand on achète un produit bio, on achète un produit qui n'a pas d'impact environnemental. C'est-à-dire qu'on est à 0 résidu répandu dans la nature, dans le lagon, dans les rivières. À notre niveau à nous, du point de vue de nos pratiques culturelles, alors faire du bio, c'est aussi faire l'économie d'un certain nombre de pesticides, d'herbicides et tout ça, mais par contre, c'est rattrapé par le fait qu'on a besoin de beaucoup plus de main-d'œuvre. Parce que le désherbage manuel, eh bien, c'est chronophage, ça prend du temps. Alors, bon, d'un autre côté, ça donne du travail aux gens aussi. Alors après, il faut développer des techniques, quoi, pour pas que l'herbe repousse. Il faut s'organiser, il faut mieux s'organiser. Nous envisageons donc la production biologique comme notre métier. Et en fait, nous ne produisons pas que pour la famille.
Notre fonction, c'est également de nourrir les gens qui travaillent, qui n'ont pas le temps d'aller de faire leur jardin et qui ne peuvent qu'aller au magasin pour faire leurs achats. Je pense que ça, c'est important. Pour moi, se nourrir, c'est une fonction vitale, sacrée. Aujourd'hui, les gens consacrent très peu à cette fonction-là. C'est pour ça qu'on arrive à acheter du poulet à 100 francs le kilo, mais qui a été produit dans des conditions immondes. Et c'est ça qu'on met dans son estomac. Peut-être qu'en fait, le fait de faire de l'agriculture biologique, eh bien, c'était une façon de soigner les gens en leur proposant quelque chose qui est bon pour leur santé ou d'être bienveillant vis-à-vis de la terre. Enfin, voilà. Je veux dire, ça a quand même un sens. Tout ce qu'on a respecté en produisant cet aliment, je veux dire, elle doit être prise en compte, quoi, dans la saveur d'un produit, dans la qualité d'un produit, quoi. C'est dans le même esprit qu'on fait naviguer une vieille pirogue à voile. Quand tu montes la pirogue à voile, tu te dis, mais franchement, je tournerais un bouton et j'aurais un rebord, ce serait quand même beaucoup plus simple. Tandis que là, bon, ben voilà, c'est un truc avec une livarde, c'est compliqué, il faut 1 heure pour la monter avant de pouvoir naviguer, voilà. Et c'est ça la différence entre faire de la pirogue à voile ou être sur un moteur hors-bord, ou faire de l'agriculture conventionnelle ou faire de l'agriculture biologique. Ça n'a pas la même saveur, on va dire. Il y a tant de choses à découvrir quand on parcourt la Polynésie, tant d'activités qui peuvent prendre place dans ces paysages iconiques. Depuis le bord de mer jusqu'au sommet des montagnes, les Polynésiens ont marqué ces territoires de l'empreinte de leur histoire, de leur culture. Et entre les deux, le domaine des vallées. Pendant la période prémissionnaire, une grande partie de la société traditionnelle polynésienne avait pris pour territoire les fonds de vallée et les hauts plateaux qui bordent ceux-ci. Dans leur véritable forteresse naturelle, les Polynésiens pouvaient jouir de l'abondance et de la diversité des écosystèmes d'altitude. Délaissés depuis, certains sentiers et sites archéologiques sont aujourd'hui entretenus grâce à la passion de certains pour ces vallées. Partons maintenant à Tahiti, dans la commune de Punaouia, retrouver Noëlla et Jean qui nous emmènent à la découverte de toutes les richesses de leur vallée malgré l'exigence du trajet. Je m'appelle Noëlla Estol, épouse Toutaoué. Je suis née à Tahiti et j'ai toujours vécu à Tahiti. Ici, on est dans la vallée de Punaru, dans la commune de Punaouia. C'est un plateau où on peut aller chercher des oranges et chasser le cochon. La première fois que j'ai été dans une vallée, c'était avec les grands-parents et ma mère qui était passionnée de plantes. C'était plus pour aller chercher des fruits pour manger. Et j'avais 5-6 ans et on faisait ça en famille avec les grands-parents et la mater. Voilà. L'amour de la vallée, ça nous est transmis par nos parents, par nos arrière-grands-parents, pour nous faire connaître justement des plantes qu'on puisse consommer et se soigner avec. Enfin, tout ce qui est endémique, on essaie de nettoyer au maximum. Voilà. Après, on est obligé de faire attention parce que tu as aussi bien des lianes envahissantes et des lianes endémiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une liane endémique de chez nous. On l'appelle le jasmin tahitensis. Voilà. Donc, fleur très odorante, mais on n'a pas en ce moment. C'est plutôt les graines. Quand on monte, on peut voir des espèces indigènes,
Ça veut dire que ça a été introduit par les premiers indigènes du pays. Sur le plateau de Taitamanou, même sur la montée de Tamanou, on peut trouver quelques espèces endémiques à protéger. Ocrosia taitensis, on dit ça le Tamoré maua. Ensuite, on peut trouver des espèces très envahissantes. Je donne l'exemple du Pispis, Pathodea campanulata, ou le tulipier du Gabon, ça se dit aussi. Allez, il y a 20 ans de ça, on n'en voyait pas autant que ça sur les plateaux. Aujourd'hui, si tu vas sur le Maroc, tu regardes le plateau, c'est tout orangé. Beaucoup croient que ce sont des fruits, mais ce ne sont pas les fruits, ce sont les fleurs du tulipier de Gabon. Ça a été introduit comme plante ornementale, mais aujourd'hui, c'est vraiment une peste végétale. Et il faut faire très attention. Quand on le coupe, 10 pouces à côté. Le Miconia a été introduit comme plante ornementale. Lui aussi est devenu très envahissant sur les flancs de montagne, les vallées. Le marais de Tuatau, le gardien de la vallée. On ne pourra pas te donner de date exacte, mais depuis que je suis venue ici, j'ai toujours vu ce marais ici. Et il y en a d'autres à l'intérieur. Hein. Et tout le plateau Tamanou en contient d'ailleurs. Quand j'ai fait ma formation de guide en 2002, c'est là que j'ai pris plus conscience de ce qui m'entourait en plantes. Et communiquer avec mon prochain pour dire qu'il y a encore des choses à conserver. Et il y a des choses qu'on peut éliminer, mais il faut savoir quoi. Mes grands-mères, ma mère, enfin, tous ceux que j'ai connus étant petite, on utilisait les plantes médicinales, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. C'était très utilisé chez nous. Ça se faisait de génération en génération sur les marais et on transmettait aux enfants qui pouvaient retenir et utiliser les plantes à bon escient pour le rahaou. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Certaines familles continuent et essaient de transmettre à leurs enfants, mais ce n'est pas tous les enfants d'aujourd'hui qui se sentent concernés et qui se sentent intéressés par tout ça, quoi, hein. C'est différent du ahi en Tahiti. Pas pareil. Maruru, les arbres nourriciers. C'est important que l'on puisse reconnaître et retravailler ces plantes-là pour nous nourrir déjà et puis surtout en médecine traditionnelle, si on peut les réutiliser, c'est bien aussi. Il ne faut pas oublier, c'est quand même un héritage de nos ancêtres. Ça fait partie de notre patrimoine polynésien. Si certains marchent directement dans la trace de leurs ancêtres en parcourant les chemins polynésiens, d'autres partent à la découverte des vallées locales avec une démarche plutôt originale, beaucoup plus moderne, comme dans la vallée de la Fatawa, tout près de Papeete. Je fais découvrir la marche nordique aux gens. Je fais aussi de l'entraînement running, l'entraînement de trail et je fais aussi un petit peu des sorties en vélo à assistance électrique. La marche nordique, en fait, on marche avec des bâtons. On a des gants comme ceux-ci qui permettent en fait de s'accrocher à nos bâtons. C'est une marche athlétique, donc on est propulsé en avant. On marche en quadrupédie avec les bâtons. On fait travailler 80% des muscles de notre corps. Et c'est vraiment une technique particulière. C'est un sport à part entière. Donc ça, ce sont des bâtons de marche nordique. C'est pas des bâtons de randonnée, c'est vraiment quelque chose de différent.
On a un gantelet qui vient se clipser sur le bâton. C'est des bâtons qui sont réglables, donc on met à notre taille, il faut avoir le bras qui fait un angle à 90 degrés. Ça nous permet de nous propulser. En fait, on va venir chercher loin devant, poser le bâton et aller pousser loin derrière. Les sorties Smile, elles sont ouvertes à tout le monde. Il y a des sorties spéciales enfants, il y a des sorties pour les plus grands. Aujourd'hui, on a une sortie pour adultes. Donc c'est vraiment adapté à tout le monde parce que la marche nordique, ça permet à tout âge, tout niveau sportif, toute condition physique, de pratiquer cette marche en extérieur. Être à l'extérieur à Tahiti, c'est magnifique. Moi, ça m'a vraiment procuré un bien-être. Je ne faisais pas du tout ça avant d'être à Tahiti. Moi, j'étais chef de cuisine en France. Donc ça a été vraiment un renouveau pour moi, Tahiti. Et c'est très important de faire partager tout ce que je découvre avec les gens. C'est trop méconnu, trop préservé. Il y a certaines raisons que je comprends, mais ça vaut le coup de le montrer à tout le monde. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la diversité des paysages qu'on peut trouver. On a des randos de rivières, on a des randos sur des lignes de crête, on a des randos vraiment ouvertes comme la Horai, on a des randos magnifiques comme Titaviri et la vallée de Vaité où on se retrouve tout petit dans une immense vallée et on se ressent vraiment à l'immensité. Et là, on n'a plus l'impression que Tahiti, c'est tout petit. On a vraiment l'impression que c'est immense. La faune, la flore, tous les oiseaux qu'on peut découvrir, c'est magnifique. La vallée de la Fatawa, pour moi, c'est une des randos emblématiques de Tahiti parce qu'elle est vraiment accessible à tout le monde. C'est une rando qui est familiale. On peut y aller avec des enfants. Il y a plusieurs itinéraires différents. Nous, aujourd'hui, on a choisi d'aller sur le bas. Donc, on a été jusqu'au pied de la cascade. Il y a aussi un deuxième itinéraire qui permet d'atterrir au niveau des vasques qui se trouvent en haut de la cascade. La cascade de la Fatawa est classée 28e plus haute du monde. Donc, c'est pas rien. Elle fait une centaine de mètres. Et cette vallée, il y a les bains lotis. Il y a aussi un marais. On a le chemin de l'eau qui a été créé et qui permet de découvrir toutes les espèces végétales qui y poussent. Et il y a des caramboliers, il y a des corosols, il y a des ourous. Il y avait beaucoup de feuillis à l'époque, il y en a un petit peu moins maintenant. Il y a beaucoup de bananiers. Et il y a des anguilles, il y a des chevrettes dans la rivière. Et je trouve que c'est une belle diversité. C'est important de faire découvrir cette vallée aux enfants pour qu'ils voient un petit peu la belle diversité de Tahiti. C'est pas pour rien que j'ai appelé Smile with Lily. Voir le sourire que j'arrive, entre guillemets, moi, à procurer aux gens quand je les vois s'émerveiller devant des panoramas, devant des rivières, devant des points de vue, et me dire « Waouh, mais c'est génial, on ne pensait pas trouver ça ici ». La vallée de la Fatawa, je trouve que c'est aux portes de la ville, on ne pense pas qu'il y a tout ça. C'est juste à côté, et il y a des gens, ça fait 30-40 ans qu'ils habitent à Tahiti, et ils n'ont jamais été jusque-là. Et pouvoir partager ça avec les gens, leur faire découvrir ça, leur apprendre le nom des plantes, leur faire goûter des fruits qu'ils n'ont jamais goûté, c'est quelque chose de vraiment magnifique. C'est pouvoir transmettre tout ça, je trouve que c'est beau. Alors ça, c'est le Rea Moeruru, donc qu'on peut retourner en fait. Et quand on le presse, donc on va avoir un liquide qui sort et qu'on peut mettre sur ses cheveux en fait, et qui sent très bon. C'est la famille des Opui, et au niveau des racines, on va retrouver un petit rhizome comme sur les gingembres. Donc il y en a partout dans les forêts, en fait, ça pousse là où il y a beaucoup d'eau, où c'est très humide. Moi, si j'ai un truc à dire, c'est sortez de chez vous. La nature à Tahiti, elle est magnifique. Il y a plein de choses à découvrir, que ce soit en marchant, en faisant de la randonnée, en faisant du trail, en faisant de la marche nordique. Sortez de chez vous et essayez de suivre les sentiers. Il y a plein de belles choses à découvrir à Tahiti. Faites le premier pas et allez à la découverte de la nature. Quand on passe un séjour en Polynésie française, chacun emplit son temps comme il le souhaite. En randonnée, à pied ou à cheval. Attention dans la descente, hein, penchez-vous légèrement en arrière pour éviter de trébucher. À la découverte des savoir-faire locaux, qu'ils soient traditionnels ou plus modernes.
activité nautique, qu'elle soit de découverte ou sportive, au contact des habitants et de leur culture, de leur identité, tout est possible à celui qui s'en donne les moyens. Mais pour ceux et celles qui ont choisi de loger dans un des grands hôtels, qui sont autant de foyers de luxe pour le visiteur, ces sites, à chaque fois exceptionnels, offrent encore une autre facette du bonheur à la locale. Chéris par des personnels hautement qualifiés et naturellement chaleureux, souriants et serviables, le voyageur, qu'il soit éreinté par un trajet trop long ou vidé car il n'est pas ménagé dans l'effort au contact des éléments, ce dernier a besoin que l'on s'occupe de lui. Pour cela, les spas de Polynésie sont l'endroit idéal pour dissiper la souffrance du corps et de l'esprit. L'art du massage est une composante culturelle importante en Polynésie française. On peut trouver d'excellents masseurs et masseuses sur chaque île, sur chaque bateau qui vous mène à travers les flots polynésiens. Ceci étant, c'est au sein des grands hôtels que l'on offre les meilleurs standings, où l'attention portée aux clients venus passer un instant de détente absolue s'expose de la façon la plus exemplaire, offrant une expérience absolument iconique. Ainsi, certains sites vous proposeront quelques cabines, comme au spa de l'hôtel Le Taha, où, avec beaucoup de délicatesse, on se verra proposer un mon-œil spécialement conçu pour l'endroit, aux senteurs naturelles et locales qui nous paraîtront les plus apaisantes, les plus agréables pour passer un instant de relaxation complet. Mais si l'envie de prendre de la hauteur s'est fait sentir, alors c'est au Conran Bora Bora qu'il faut aller. Le Hina Spa est situé sur les hauteurs d'un motu d'origine volcanique, lieu sacré autrefois et lieu de villégiature des élites des temps anciens. Il est facile, quand on s'y trouve, de se sentir comme un être exceptionnel. Bora Bora, il y a 3 millions d'années, c'était un volcan. Et la baie qui nous sépare de Vaitapé, vous voyez Vaitapé quand vous êtes en haut au spa, était le cratère du volcan à l'époque. Donc on est ici vraiment sur les bordures du cratère. C'est que c'est un motu qui d'abord offre de l'altitude, avec une petite montagne et puis des vues sublimes sur l'océan. Ensuite, il offre, de par sa caractéristique volcanique, des roches noires qui ont ce qu'on appelle en Polynésie un mana très fort, beaucoup d'énergie dans ces roches. Et c'est bien au cœur de ce jardin des hauteurs luxuriant et symboliquement chargé que prend place le Hina Spa, et plus particulièrement sa cabine perchée sur les rochers. Anciennement nommée la $1 Million View, ce perchoir s'est vu rebaptisé Hina View. C'est ici que les praticiennes font travailler leurs mains devenues magiques par la force des lieux. Mais quittons maintenant le spa du Conrad pour rejoindre, toujours dans le lagon de Bora Bora, la plus grande structure de bien-être de Polynésie, le Deep Ocean Spa, qui prend place à l'intercontinental Thalasso sur un motu corallien nommé Pitiao, les deux cœurs en tahitien. Le Deep Ocean Spa est sur une propriété de 4000 m² avec différentes installations.
C'est la première thalassothérapie du Pacifique Sud. La particularité de ce spa, c'est d'utiliser de l'eau de mer des profondeurs qu'on puise à 900 mètres environ, qui est redistribuée donc, dans nos installations et également dans certaines cabines pour des soins. Nous avons 2 cabines de bain hydromassant à base d'eau de mer chauffée qui vont en fait, grâce à 170 jets tout autour du bain, masser le corps et venir détendre en fait toutes les tensions musculaires. On le préconise avant un massage pour aider à la relaxation. Les bienfaits de l'eau de mer ont été prouvés. C'est riche en minéraux et oligo-éléments, donc toujours très bon pour la peau. Nous avons au Deep Ocean Spa 2 cabines de lit de flottaison où on réalise gommage et enveloppement avec des produits minéraux qui sont en symbiose avec l'eau de mer. C'est vraiment particulier puisqu'on a vraiment cette sensation de flottaison sans être plongé dans l'eau. Le soin un petit peu original, c'est la cabine d'infusion. On a une douche en fait d'infusion où l'eau de mer est redistribuée. Le client est allongé sur une table de massage et l'eau de mer ainsi que les mains de la thérapeute vont venir effectuer un massage sur le corps complet. Donc c'est vraiment un moment de détente pour le client. Donc nous avons 3 cabines pilotis où les clients peuvent observer les coraux et les poissons quand ils se font masser, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Les 3 pilotis sont dans une lagune où on a une nurserie de coraux qui grandissent naturellement et sont ensuite remis dans le lagon pour poursuivre leur croissance. Donc le métier de thérapeute, c'est un métier de passion où on va redistribuer du bien-être aux clients qu'on a en face de nous. On a souvent des clients stressés et quand ils ressortent d'un massage, ils sont complètement détendus. Donc c'est aussi ça le petit plaisir qu'on peut avoir d'avoir travaillé sur la relaxation du client. On fait effectivement attention à avoir des praticiennes qui soient, oui, en or, mais disons qu'il y ait une symbiose dans l'équipe entre polynésienne et Popa. C'est aussi un atout qu'on a ici. On travaille vraiment avec 2 cultures différentes et c'est important pour nous et ça se redistribue dans les massages aux clients. Cet amour du travail bien fait, ce savoir-faire humain qui prend place au plus près de la nature, on le retrouve souvent quand on fréquente les spas de Polynésie. Comme ici, sur l'atoll de Tetiaroa. Tetiaroa, l'atoll qui se tient éloigné en tahitien, est un véritable sanctuaire où une précieuse biodiversité s'épanouit depuis des temps immémoriaux. Poissons, oiseaux, tortues marines, crabes des cocotiers et autres y trouvent un havre de paix, comme les clients du très iconique Brando. Entre terre et mer, les visiteurs auront tout le loisir de se créer certainement leur plus inoubliable mémoire avec un parfum de Robinson Crusoe. Mais quand ils accèdent au Veiteora Spa et son écrin végétal, c'est un tout autre univers sensoriel qui s'ouvre alors. Et la magie des lieux ne fait qu'introduire celle du massage polynésien. Ce qui caractérise mon travail serait le fait qu'on met en avant la culture polynésienne. Le massage qui fait partie de la vie de tous les jours des Tahitiens, de cette culture, que nous mettons en avant pour des clients qui viennent nous voir de très loin.
peut se faire masser partout dans le monde, mais je trouve que nous, on a la touche différente ici en Polynésie. Non seulement à Tetiaroa, mais partout aussi en Polynésie, on a une touche différente qui est exceptionnelle. Alors le massage polynésien, sa particularité est le fait de savoir ce que le corps demande. Donc tout thérapeute pourrait se dire, oui, il faut écouter le corps, mais ici en Polynésie, c'est différent dans le sens où on ne va pas forcément suivre un protocole, mais vraiment suivre ce que la thérapeute ressent vis-à-vis de la personne. La prise en charge est différente. On va souvent commencer par la tête ou par les pieds, tout comme finir par la tête ou les pieds. C'est aussi savoir se connecter à soi-même. Donc faire toute confiance à sa thérapeute ou son thérapeute. En Polynésie, nous avons beaucoup de masseurs, donc, parce que c'est tout le monde qui peut masser, hein, c'est tout le monde, les grands-parents, les hommes, les femmes. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est de voir un client arriver au spa, peut-être un peu grincheux parce qu'il a passé une sale journée ou autre, ou il est juste fatigué. Et ce qui est merveilleux, c'est de voir qu'après son massage, il va ressortir non seulement le visage et le corps et l'esprit tout détendu et repartir transformé. C'est un beau métier et si on peut contribuer à ce bien-être qui, au final, ne peut qu'apporter un peu plus d'amour dans ce monde, bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça. Aller en Polynésie française n'est pas un acte anodin. Au-delà de l'immensité du voyage et de la certitude de se retrouver dans des paysages à couper le souffle, c'est dans l'interaction avec les Polynésiens que l'aventure prend tout son sens. Le visiteur dispose alors de plusieurs options pour se loger en petite pension de famille, à bord de bateaux de croisière ou, s'il n'a pas le pied marin, au sein d'un des 34 hôtels classés, qui sont autant de sites d'exception à découvrir afin de s'immerger dans ce que la Polynésie a de plus iconique et relaxant. Les activités proposées, reposant parfois sur le confort d'une expérience personnelle, d'autres fois sur la découverte de nouveaux horizons ou de pratiques singulières à la vie dans les îles. Partons à la découverte de 3 hôtels d'exception, en commençant par l'Intercontinental Thalasso, situé sur un motu, juste en face de la mythique montagne de Bora Bora, le mont Te Manu. L'Intercontinental Thalasso a ouvert ses portes en 2006. C'est un hôtel qui présente aujourd'hui 80 unités, 80 villas sur l'eau et qui est situé sur un des motus de Bora Bora. La philosophie de cet hôtel a vraiment été un engagement très profond avec la culture polynésienne, a vraiment été un engagement très profond avec toute la politique de développement durable, puisque cet hôtel a été effectivement le premier hôtel au monde à ouvrir avec un système de climatisation qu'on appelle le SWAC, le Sea Water Air Conditioning System, qui est en fait un système basé sur l'utilisation de l'eau de mer des profondeurs pour climatiser
à l'ensemble du resort. Cette énergie est complètement propre. Donc on économise à peu près 90% de l'électricité que nous devrions consommer pour climatiser un resort comme celui-ci. Et la deuxième utilisation, cette haute mer est pour le centre de thalasso, l'unique centre de thalassothérapie qui existe en Polynésie. Donc une grande partie de ces 4000 m² qui sont consacrés au bien-être et à la relaxation et surtout au bénéfice de l'utilisation de l'eau de mer des profondeurs, qui est une eau beaucoup plus chargée en minéraux et en oligo-éléments. Et l'ensemble des traitements vont vraiment favoriser cet échange entre la peau et ces éléments bienfaiteurs de l'eau de mer des profondeurs. Le concept de cet hôtel en termes de design a vraiment été basé sur l'expérience un petit peu chic et sauvage. On a véritablement essayé de garder l'essence même de la nature du Motu. Donc en utilisant des matériaux comme les pierres de corail blanche, on s'aperçoit qu'à de nombreux endroits, les murs sont constitués de ce matériau qu'on a trouvé directement sur place. On a volontairement voulu garder une végétation assez endémique. Il a été fait également l'utilisation du bois flotté, puisque très régulièrement l'océan, le lagon nous ramène ces bois qui sont restés dans l'eau pendant très longtemps. Donc l'idée était vraiment de garder cette matière un petit peu brute, ces éléments un petit peu bruts, de les mettre tous ensemble pour arriver à délivrer une expérience unique à la clientèle. On a des villas exceptionnelles que sont les villas Brando. La localisation de ces villas elles-mêmes sont vraiment au bout des pontons, faisant face directement à la montagne et au mont Temanu, offrant une vue complètement exceptionnelle et véritablement unique au moment du coucher de soleil de cette île de Bora Bora. L'ensemble de cette villa a été dessiné pour faire en sorte que le client, quand il rentre dans cette villa, se sente dans un environnement de luxe, mais à la fois dans un environnement de confort, quelque chose de très exclusif et une expérience qu'il ne pourra avoir nulle part ailleurs. En effet, les villas Brando et le Thalasso méritent bien des superlatifs quand on a le plaisir d'y séjourner. Mais quand on parle d'expérience exclusive et que l'on prononce le nom de Brando, il est impossible de ne pas parler de Tetiaroa. Lieu de villégiature du célèbre acteur Marlon Brando, l'atoll de Tetiaroa, longtemps site sacré pour les populations polynésiennes, abrite aujourd'hui un des plus fameux et des plus prisés des hôtels du monde, The Brando. Logés dans des écrins de verdure, ces villas taillées sur mesure dans le bois par des artisans sont totalement ouvertes sur la mer. Et si elles recèlent de technologie, elles offrent néanmoins un sentiment d'isolement parfait dans un monde moderne trop agité. Pourquoi le Brando à Tetiaroa? C'est venu d'une idée il y a très longtemps de Marlon Brando, le propriétaire mythique de l'atoll, qui adorait cet atoll et qui souhaitait le protéger en tout premier lieu, mais aussi le partager avec d'autres parce qu'il estimait que c'était un endroit magique pour ce qui était de sa biodiversité, mais aussi créer un modèle de développement durable. L'idée était que la nature à Tetiaroa est si belle, on ne pourra pas la concurrencer, donc il avait été décidé de construire quelque chose qui soit très sobre. Donc les villas sont très belles. C'était un vœu de Marlon Brando d'avoir des constructions qui soient totalement cachées. Donc toutes les constructions sont faites dans la végétation, pas sur plage, pas sur l'eau, aucun bungalow sur l'eau à Tetiaroa. C'est un établissement aujourd'hui de 35 villas, toutes privatives, posées en bord de la plage, mais légèrement en retrait, ce qui vous permet de voir sans être vu et de bénéficier de cette intimité totale qui aujourd'hui fait la réputation de l'hôtel. Donc on est vraiment comme un Robinson seul sur son île. On ne voit pas d'autres clients, on a l'impression que l'île nous appartient. Le spa à Tetiaroa, un autre endroit magique dans cette île magique. Ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'on fait 100 mètres, on s'éloigne de la plage,
des villas qui sont au bord de l'eau. On fait 100 mètres à l'intérieur de l'îlot et on se retrouve dans un endroit qui est hors du lieu, je veux dire presque. On a l'impression de se retrouver dans un endroit très exotique, très verdoyant. Donc un endroit très très relaxant où on sent un esprit vraiment très particulier qui est en fait l'esprit de l'atoll, l'esprit qu'on appelle ici en Polynésie le mana, et on ressent très fortement ce mana sur cette zone du spa. Et en fait, avant même d'y faire un soin, on est déjà, je dirais, soigné juste par l'esprit des lieux. Après avoir profité des soins au spa, de la relaxation au spa ou de la relaxation en villa, nos clients peuvent aussi profiter de l'intégralité de l'atoll de Tetiaroa, qui représente quand même 12 îlots, et de son lagon intérieur, et partir en excursion pour aller visiter les ruches, l'île aux oiseaux ou les sanctuaires aux oiseaux, bénéficier du lagon, prendre des photos au bain de la Reine. Et ceci est fait avec des guides de Tetiaroa Society, donc des guides naturalistes qui vous apportent toutes les informations nécessaires et aussi de belles histoires sur l'atoll. Tetiaroa, en fait, c'est, je crois, le lieu parfait pour se déconnecter complètement de sa vie quotidienne, de ses soucis, et de se reconnecter avec soi-même, avec ses proches, avec qui nous voyageons lorsque l'on vient à Tetiaroa. Je pense que ça résume bien ce que peut offrir Tetiaroa et l'expérience qu'on peut y vivre. Si l'atoll de Tetiaroa et The Brando offre indéniablement une expérience en tout point iconique, il reste heureusement des endroits plus accessibles aux touristes qui viennent dans nos îles. Et en retournant à Bora Bora, sur le motu To'opua, ils seront nombreux, ceux et celles qui seront charmés par l'exquise situation et le caractère complet de l'hôtellerie de luxe proposée par le Conrad Bora Bora. L'hôtellerie de luxe en Polynésie, tout d'abord, c'est un hébergement de qualité. C'est surtout des décors sublimes, les lagons les plus beaux du monde, et encore une chaleur humaine qu'on ne trouve qu'en Polynésie. C'est une expérience avec les Polynésiens avant tout. Et c'est vraiment ça qui se dégage, je pense, de l'expérience de tout un chacun quand il voyage dans cette partie du monde. Le Conrad Bora Bora, c'est un resort d'abord qui s'étale sur 1,5 km d'un bout à l'autre, qui offre une plage de sable blanc de 800 mètres de long, donc c'est la plus longue plage de sable blanc à Bora Bora. C'est un motu qui d'abord offre de l'altitude, avec une petite montagne et puis des vues sublimes sur l'océan. C'est 114 villas. Donc 86 sont situés directement sur l'eau, sur pilotis. Ce sont de très belles chambres avec des décors polynésiens, modernes, donc vraiment des resorts avec des infrastructures phénoménales. Six restaurants. Un spa, le Hina Spa, perché sur la montagne, en haut de la colline. Le client qui vient en Polynésie, il vient d'abord loin de toute civilisation. C'est un voyage qui est anticipé, qui est préparé, qui vient avec beaucoup d'attentes. Et ce qu'ils vont trouver ici au Conrad Bora Bora Nui, c'est un personnel qui est sincère, une équipe qui va essayer de comprendre ce pourquoi le client est venu et faire en sorte que lui transmettre ses valeurs, son amour de la nature, son amour du resort, son amour de Bora Bora et surtout faire en sorte que le client reparte avec des images indélébiles de ce séjour court ou long en Polynésie.
et surtout une envie d'y revenir. La Polynésie française, une multitude d'îles que l'on croit perdues au milieu du Pacifique, entourées par le plus vaste océan du globe. Mais cela fait longtemps maintenant que les Polynésiens ont su tourner à leur avantage les éléments qui les entourent. Que ce soit pour se déplacer, pour pêcher ou pour se divertir. Considérés comme sport extrême par certains, les sports de glisse trouvent naturellement leur place dans les pratiques quotidiennes des Polynésiens. Leurs adeptes doivent sûrement y voir encore une façon élégante de se jouer des éléments. Et l'on vient parfois de très loin pour s'afficher sur les spots les plus prisés et les plus légendaires du monde. Il faut dire que la nature a encore béni ses côtes, car tout au long de l'année, on y trouve les conditions idéales pour pouvoir profiter de sa passion. Tous les matins, je me lève et je regarde la météo pour savoir s'il y a du vent. Voilà. Dès qu'il y a du vent, hop, je mets tout, je charge la voiture, je descends au spot et voilà, c'est parti pour une bonne journée. J'ai découvert le kite en 2006 à Bora Bora. C'est un de mes oncles qui m'a initié. Ensuite, voilà, donc c'est devenu une addiction. Hein. Tu vois, quand tu commences, tu découvres une chose et que ça te plaît, là, tu as envie de faire ça presque tous les jours. Hein. Dès que tu arrives, tu vois qu'il y a du vent, tu es tout excité, tu gonfles ton aile en une seconde. Tu es prêt, tu pars à l'eau et là, tu commences à glisser. Le fait de glisser sur l'eau, tu vois, c'est un peu comme... là, tu te retrouves un peu comme un poisson volant, quoi. Tu vois, tu bondis dans tous les sens, tu es excité, tu prends de la vitesse, tu sautes, tu prends de la hauteur. Voilà, donc c'est vraiment... C'est une sensation de liberté. Dans le kite, il y a souvent de la casse. Donc moi, je débutais, je cassais souvent mon matériel. Et ma femme, qui était une experte en couture, ben, elle me réparait les ailes, tout ça. Et puis voilà, c'est comme ça, ça s'est su autour de nous. Du coup, on a fait notre première activité, réparation de kite. Ensuite, j'ai décidé de quitter Tahiti pour 10 mois de formation en France pour être moniteur de kitesurf. Je suis revenu diplôme en poche et là, je vis de ça. On est 2 moniteurs dans mon école, donc c'est des cours qui durent 2 heures, avec maximum 2 élèves par moniteur. On est situé sur la côte nord de l'île de Tahiti, en face du Motu-Martin, dans la commune de Mahina. C'est l'endroit où il y a du vent quasiment tout le temps, dans l'année. Voilà. C'est un endroit très sécurisant aussi, pour commencer à apprendre et progresser. Quand j'étais plus jeune, je faisais du boogie d'abord, du bodyboard, du surf, ensuite de la rame aussi. Hein. Après, moi, mes vacances, je les passais sur un moto à Bora, chez ma grand-mère. Donc, on allait à la pêche, on prenait le bateau, on allait où on voulait, on faisait du snorkeling. Pour moi, la relation avec la mer, c'est depuis petit. Hein. Les Polynésiens sont arrivés sur des pirogues à voile. On n'est pas fait pour rester dans la montagne hein, ou sur terre. Hein. Voilà, nous, on vit de la pêche aussi et tout. Quand je dis qu'on est un peuple de l'eau. Hein. Dès qu'il y a du vent, et surtout du bon vent, c'est difficile de ne pas aller à l'eau. Et puis dès que tu es à l'eau, tu t'éclates, tu n'as pas envie de sortir de l'eau. Voilà, tu sors de l'eau si tu as faim.
Cette passion ardente, on peut la retrouver à tous les âges, dans tous les domaines, comme à la presqu'île de Tahiti, à Teahupo'o, où le surf est roi, où l'on peut rencontrer des amoureux de la mer et de la Polynésie qui vibrent en famille à l'heure des éléments. Alors ici, nous sommes à Verao, en presqu'île de Tahiti, à 2 km de Teahupo'o, sur la côte ouest. Donc on a la chance d'avoir un beau lagon avec des passes qui ont des vagues de surf. Donc c'est un terrain de jeu incroyable. Et tout de suite, je suis tombé amoureux du potentiel de vie qu'on peut avoir ici, avec des enfants notamment, avec la mer, avec la montagne, avec les gens. Donc les 3 enfants sont nés à Papeete. Kaouli a 18 ans, Aelan vient juste d'avoir ses 15 ans, et Naiki a 13 ans. Les 3 sont passionnés par le surf. Pourquoi le surf ici à Tahiti pour les enfants? Parce que c'est très facile. Tout le monde va à la mer et c'est quelque chose de très naturel. Donc les 3, très vite, se sont mis à faire du surf. Le premier, c'était Kaouli, il se poussait tout seul. Il était toujours à la demande d'activité, toujours à la demande de surf. J'ai commencé à faire du surf à l'âge de 4 ans, sur les plages du nord à Tahiti, sur les plages là-haut. Ma vie, elle est tournée autour du surf maintenant, avec les compètes et tout ça, les voyages, beaucoup d'investissements aussi. Et voilà, entre-temps, je suis à l'école, mais c'est souvent le surf, c'est que le surf. Pour moi, le surf, c'est vraiment mon travail. Mais après, quand je viens ici, en Polynésie, justement à la maison, pour me ressourcer entre 2 compètes, c'est du plaisir, mais aussi de l'entraînement, pour justement repartir encore plus fort. Et donc voilà, c'est un peu les deux. Les enfants font beaucoup de compétitions, mais entre nous, on n'essaye pas d'axer sur les entraînements et sur la compétition entre nous. C'est-à-dire que quand on est en famille, quand on va ensemble à la mer, c'est vraiment pour le partage et pour le plaisir. Et on n'est pas du tout dans une recherche d'amélioration de performance, etc. Et cette notion de plaisir, elle est au cœur de l'activité, quoi. L'une des valeurs principales liées à la pratique des activités nautiques, c'est le partage. On partage un élément, on partage la mer. Ça n'appartient à personne et c'est en même temps à tout le monde. Et donc on partage des moments de joie, des moments de galère, il y a des moments d'entraide. Donc le partage, la solidarité, la sensation de faire partie de la famille des gens de la mer, c'est quelque chose d'important. Et je pense que c'est un lien très fort entre beaucoup de personnes, surtout ici. Il y a toujours une histoire de respect aussi. C'est pas non plus de la rigolade quand tu commences à surfer n'importe quel spot. Il faut savoir respecter les gens aussi. C'est un vivre ensemble aussi au spot.
Les vagues de Tahiti, notamment au Taupo, sont parmi les vagues les plus dangereuses de la planète. Tout le monde est d'accord sur ce fait parce que les vagues cassent directement sur le récif. Le récif qui est vivant, qui est coupant, ce sont des vagues difficiles. Par contre, personne n'y va sans avoir un minimum d'expérience. Et les enfants, par exemple, ont l'habitude de surfer ces vagues depuis des années. Et petit à petit, ils sont allés dans des vagues de plus en plus grosses. Donc lorsqu'on les voit évoluer dans des vagues qui peuvent impressionner, c'est une histoire, c'est une évolution. Et ce n'est pas du hasard. Il faut quand même être très prudent parce qu'un accident, ça arrive très vite et il ne faut pas trop prendre de risques. Il faut en prendre, mais pas... Voilà, faut pas se lancer tête baissée non plus, et surtout à Taupo. Taupo, c'est la vague référence en fait de l'île de Tahiti. C'est l'endroit où on repousse nos limites lorsqu'il y a des grosses vagues. C'est l'endroit de test en fait. Hein. C'est un peu un sanctuaire quoi. Pour moi, le surf, c'est un peu un tout. Hein. C'est un remède. Quand je me sens pas bien dans ma peau, ben voilà, je vais surfer et tout va bien aussi. Tout se remet en ordre quoi, dans ma tête. Hein. Juste le contact avec l'océan, en fait, c'est thérapeutique, quoi. Je continue à voyager parce que j'aime toujours la compétition, mais dès que je vais arrêter, je serai aussi content, quand même plus heureux de rester chez moi et puis de pouvoir surfer des bonnes vagues, parce que les meilleures vagues au monde, elles sont chez nous. C'est aussi simple que ça. À Tahiti, tous les ans lors du Heiva, grande fête populaire et ancestrale, marquant le début de la période d'abondance, a lieu le Tuaro Maui, un concours inter-îles des jeux et sports traditionnels. Près de 30 associations viennent représenter leur île ou leur village dans le but de s'approprier pendant un an le titre de champion dans plus d'une demi-douzaine de disciplines nécessitant force, adresse, endurance, souplesse ou encore rapidité. Transmis par voie orale à travers les générations, certains jeux avaient un rôle initiatique et sacré pour les jeunes qui y prenaient part. Autrefois interdit par les lois mises en place par les missionnaires, le retour des jeux traditionnels sur le devant de la scène s'accompagne d'un engouement populaire remarquable. Tuaro, tout veut dire tout simplement lever, aro, se battre. Voilà la signification du mot Tuaro. Le Tuaro Maui, on a commencé réellement à le prendre en compte. Il existait quand même depuis longtemps. Hein, et il a été vraiment pris en compte depuis 2000. Chez le Polynésien, il y a toujours une période de l'année où on doit se mesurer. Et ça vient de là, hein. Ça veut dire qu'il y a un moment où il faut occuper les gens et surtout il faut que les garçons ou les filles
passe d'âge enfant à âge adulte où il doit prendre des responsabilités. Il faut aussi reparler de la culture que nous avons un petit peu perdue. Et puis avec les anciens qui arrivaient des îles, parce que les anciens ils étaient intéressés à venir démontrer le savoir-faire, parce que c'était un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Et puis le savoir-faire, il était important qu'on le met en avant. Mais en avant dans une période aussi où des visiteurs viennent découvrir ce que c'est qu'un Polynésien et comment il vit. Ça veut dire que c'est la vie quotidienne du Polynésien qui est mise en avant dans un aspect d'animation et sportive avec bien sûr des définitions des lots et des champions de chaque année. Et des champions, on en trouve au Tuaro Maui, comme dans le concours de lutte traditionnelle, ou Taputo, un sport revenu seulement en 2015 et qui pourtant revêtait une importance capitale dans l'organisation de la société polynésienne. La lutte dans les temps anciens, c'était le moment où il fallait des chefs. Je parle moi de ma culture, de la mienne et des Pamutu. On a plusieurs ngati. On appelle les clans les ngati, les ngati. Et on avait toujours ces luttes, soit pour les femmes, soit pour du terrain, soit pour un bateau, soit pour des zones de pêche. Parce que nous, on n'a pas de roi, c'est des chefs. Ça veut dire que c'est des guerriers qui sortent par rapport à certains événements, dont la lutte, le combat. Parce qu'il y avait toujours le combat, et les combats, c'est même des combats jusqu'à la mort, jusqu'à la mort. Et le meilleur et celui qui remporte la victoire devient le propriétaire de lieu, ou soit devient le héros du moment. La lutte, elle a évolué. Elle a évolué, elle n'est plus comme avant. Nous venons aussi du judo. Et nous avons pris les meilleures choses qui pouvaient se faire au judo, et puis faire notre histoire, et voir le plus adapté à notre lutte. Ça veut dire que dans notre lutte, nous avons fait évoluer des règles, mais nous sommes restés, figés sur une chose, c'est qu'il n'y a pas de... C'est pas un amusement. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour se pousser. Il faut que le combat il soit réglé soit par des étranglements, par des clés, ou soit par un impact franc au sol. Projection. Chaque épreuve du Tuaro prend donc ses sources dans les us et coutumes de la société traditionnelle. Et même une course à pied devient un véritable défi, surtout lorsque l'on porte sur le dos une imposante charge. Tout à fait fantaisiste pour le regard occidental, il doit pourtant bien y avoir une bonne raison à cela. En grandissant, adulteuse, on n'a pas de moyens de transport. On allait dans les Fapou à pied et on rentre à pied. Ben en rentrant, voilà, il ne faut pas que tu reviennes main vide. Il faut que tu reviennes toujours avec quelque chose. Coco, taro, du bois. Alors on attache, c'est-à-dire sur le bois, et on met sur l'épaule. Et voilà, c'est parti. Ça fait partie de notre quotidien. Tous les jours. C'était pas un sport, mais c'était obligatoire. Alors, il y a les 15 kilos pour les femmes. Après, il y a les 25 kilos, juniors, seniors et vétérans. Après, il y a les 50 kilos. Là, c'est les experts. Et la distance, c'est de 2 km sur le parcours en entier. La variété, ainsi que la technique pour attacher la charge, est aussi notée. Il est important de retrouver la même charge au départ et à l'arrivée. On peut aujourd'hui assister à l'étalage des forces venues des îles Cook, de Hawaï, de Rapa Nui, des Samoa ou de Nouvelle-Zélande. Le grand triangle polynésien se réunit pour affirmer la vivacité d'une culture qui puise sa force aux quatre coins de son archipel. Comme pour le lever de pierre,
pratiqué ici sous forme de compétition, il s'agit de lever une pierre allant de 65 kg pour les femmes à 100, 125 et 142 kg pour les hommes selon leur propre poids. Les athlètes sont chronométrés dès que la pierre quitte le sol et s'arrête lorsqu'elle est stabilisée sur l'épaule. Être champion du lever de pierre est un titre éminemment respecté. Mais son origine raconte plus que le simple étalage de la force pure. Il faut savoir, la levée de pierre à Routou, on le fait une fois dans l'année. La première semaine du mois de janvier, qu'on appelle le Téré. Téré, c'est-à-dire le tour de l'île. Chaque village organise le Téré. C'est-à-dire, on arrive, on s'arrête à chaque point. Il y a une histoire. C'est le moment où les vieux viennent partager l'histoire de l'île. Où les vieux racontent l'histoire, transmettent ce savoir, transmettre l'histoire à la génération. Alors pour être réussi, pour que ça soit réussi sur le terrain, il faudrait arriver à soulever toutes les pierres dans chaque commune. Si une des communes ne vous a pas réussi à lever la pierre, c'est-à-dire le terrain, ça n'a pas été une réussite. Ça n'a pas été une compétition, mais c'est là où les jeunes hommes viennent se montrer leur force. Il n'y a pas d'entraînement. Ton entraînement, c'est pendant que tu travaillais, c'est-à-dire dans le champ de ta routière, portant la charge, sac de coco. Et c'est l'entraînement. Et cette noix de coco, présente partout dans le paysage, dans la vie des Polynésiens, comme dans la mythologie locale, s'affiche au Tuaro dans pas moins de 3 épreuves, dont l'impressionnant grimper de cocotier. Une épreuve qui ne nécessite aucun matériel, simplement un arbre assez droit vers le ciel. Les concurrents doivent grimper à la force de leurs bras et de leurs jambes jusqu'à une hauteur de 8 mètres le plus rapidement possible. Mon père, c'est lui qui montait dans le cocotier, chercher le coco. Et puis voilà, ça me donne envie de le voir monter sur le coco. Je me dis, tiens, un jour, il faut bien que j'arrive à monter. Et bien voilà, à 6 ans, j'ai monté le cocotier. Dans des compétitions, il y a une hauteur définie. Mais pour nous, il n'y a pas d'hauteur. Que ce soit un cocotier de 30 mètres, tu montes dessus. Parce qu'on a besoin d'aller chercher ce coco-là. Il n'y a pas d'hauteur. Aujourd'hui, c'est défini dans des compétitions. Et une fois que l'on est allé cueillir les cocos, il faut décortiquer la noix pour faire préparer le copra, servant de base à l'élaboration de l'huile de coco. Dans cette épreuve, en solo ou équipe de 3, les gagnants sont ceux qui auront fendu la noix, puis extrait l'amande d'une centaine de noix de coco le plus rapidement possible. Mais l'opération n'est pas sans danger et la dextérité est mise en avant puisque les haches et les paharos, outils servant à énucléer la noix de coco, s'abattent avec violence et précision sur ces fruits bien protégés. Non loin de là, le concours de lancer de javelot offre un spectacle tout aussi subjugant. Près de 80 participants s'affrontent dans une épreuve de force, de précision et de concentration. Placés en haut d'une perche de près de 8 mètres de hauteur et à une distance de 22 mètres, la noix de coco est la cible de tous les participants. Plus le javelot est planté haut, plus le score est important. Le javelot peut mesurer de 2,50 m à 5 mètres de long, suivant la stature et le choix du lanceur. Posé sur l'index, le javelot est propulsé vers sa cible, dans un puissant balancier ascendant.
Quand chaque participant a lancé ses 10 javelots, la noix est descendue pour compter les points. Plusieurs manches sont nécessaires pour départager les champions de cet art délicat. Tous les jeux et sports traditionnels que l'on voit ici et ceux que l'on ne voit pas sont un trésor du patrimoine culturel de la Polynésie française. Il reste aux générations à venir à pérenniser ces savoirs, de continuer à les faire vivre et les partager avec autant de passion. Passer ses vacances en Polynésie française, c'est l'assurance de se fabriquer des souvenirs à l'exotisme absolu. Mais c'est aussi la certitude de plonger dans une culture vivante qui a tant de choses à partager. À commencer par sa nature, généreuse, offerte à ces îles et qui nous permet de profiter de produits locaux tellement adaptés à leurs îles qu'ils en deviennent parfois presque les ambassadeurs. Ici, à Moorea, c'est la nana qui est roi, ou plutôt reine, d'après son nom. Le Queen Tahiti. Il partage cependant la vedette avec bien d'autres produits d'ici qui font la joie des visiteurs au bord de route. Mais quand on parle de produits iconiques que nos îles peuvent offrir, il nous faut pour cela nous déplacer jusqu'à Taha'a, l'île Vanille. Située dans le grand lagon de Raiatea, juste en face de la mythique Bora Bora, Taha'a est la plus grande productrice d'un véritable or noir, la vanille de Taha'a. Siu Ling, descendante de préparateurs de vanille chinois, est là pour nous éclairer sur l'histoire et la culture de cette plante épiphyte. La vanille de Tahiti, c'est une belle histoire. Une histoire d'amour entre trois peuples. Le peuple européen, français, le peuple polynésien de souche et le peuple chinois. C'est très intéressant de voir cette histoire parce qu'en fin de compte, ce sont deux Européens, deux Français qui ont introduit cette liane ici. Ces deux variétés se sont mariées entre elles. Elles ont créé une nouvelle variété. Et cette nouvelle variété, ça s'appelle la vanille de Tahiti, Vanilla tahitensis. Et c'est là où le deuxième peuple va venir et va faire de cette liane de l'or. C'est-à-dire, cette liane va tellement bien se plaire ici, va être tellement chouchoutée par le Polynésien agriculteur, cette liane va donner des gousses, de belles gousses de vanille. Et il en faut du savoir-faire, car en l'absence d'agents pollinisateurs, chaque fleur, lorsqu'elle est proche de son éclosion, est repérée. Puis, le moment venu, des mains expertes viennent alors aider la fleur à voir son pollen venir féconder le stigmate. Si l'opération a réussi, il faudra encore attendre 9 mois pour voir les gousses à maturité, prêtes à être cueillies pour leur préparation. Avec ces gousses, les Polynésiens vont faire du troc ou bien vont les vendre à des commerçants chinois. Et ces commerçants chinois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont leur donner un parfum. C'est-à-dire, ils vont faire tout simplement transformer ces gousses de vanille
ont des gousses de vanille parfumées, la préparation des arômes. Et l'exceptionnel de la vanille de Tahiti, c'est que ce n'est pas un parfum, c'est des parfums, c'est des bouquets de parfums. Anisé, ça peut être légèrement chocolaté, ça peut être légèrement de pruneau. C'est tellement subtil qu'à la fin, c'est ça qui fait rêver le monde. Nous trions les tailles, les pots, les variétés. C'est très subtil en fin de compte. Toute la vanille, c'est que du travail manuel. On masse la vanille, on l'assouplit, on l'aplatit, on lui donne une forme, qu'elle soit belle et qu'elle puisse par la suite se reposer pour pouvoir développer encore davantage d'arômes. Ça peut aller jusqu'à 9 mois, jusqu'à 1 an, même au-delà. Et on vérifie à chaque fois qu'il n'y ait pas de développement de maladie, qu'il n'y ait pas tout simplement de transformation de ces arômes en quelque chose, en un parfum qui est nauséabond. Ce qui nécessite un très grand savoir-faire. Chaque préparateur d'arômes a ses propres petites recettes, il en va de soi. La vanille, si on regarde bien, c'est de l'artisanat d'art. Parce que le Polynésien, lui, il va tout simplement faire un mariage à la main, fleur par fleur, pour avoir à chaque fois une gousse. C'est beaucoup de travail. Et par la suite, la préparation, le séchage, c'est beaucoup de patience. Parce que à la fin, on a un produit d'exception sans aucun conservateur. Et il intéresse du monde, cet or noir. De la parfumerie à la grande cuisine, en passant par les cosmétiques. Vanille brute, mon œil senteur vanille, extrait de vanille, poudre de vanille, rhum ou crème réparatrice s'habillent de vanille et sont faciles à transporter dans les bagages. Et tout ceci n'est possible que grâce aux habitants de ces îles. Des artisans qui œuvrent avec passion à la production de produits d'exception, qu'ils soient livrés bruts ou qu'ils aient besoin d'être transformés. Un autre produit phare de l'agriculture de Taha'a, c'est la canne à sucre, de la variété Tahiti, cultivée pour la conception du rhum du domaine Paripari. À l'origine, la canne à sucre, elle est née spontanément en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou au sens large dans le sud-est asiatique. Et les premiers Polynésiens l'ont ramenée jusqu'ici il y a 1000 ans maintenant. Donc c'était surtout une culture vivrière, ils aimaient bien mâcher la canne pour en extraire le jus. Et ils ont aussi utilisé la canne à sucre pour la pharmacopée. Le jus de canne était un excipient pour leur rats au Tahiti. Les producteurs qui m'entourent, ça représente une cinquantaine de producteurs actuellement. Donc je les ai formés, je leur ai appris comment planter la canne, sur quel terrain ils pouvaient planter telle variété. On est principalement en culture extensive. La culture extensive, en fait, cela signifie deux choses. Un, on n'exploite pas, on n'épuise pas les sols. Donc il y a ce côté respect du sol. On va nourrir la terre qui va ensuite nourrir la plante. Et en étant extensif, ça nous permet en fait d'avoir une concentration des arômes. Donc on récolte environ 2 fois moins en quantité qu'aux Antilles et probablement 4 ou 5 fois moins que dans des pays très producteurs comme le Brésil par exemple. Pour arriver à avoir un bon rhum agricole à l'arrivée, donc assez aromatique, il faut avant tout avoir des bonnes cannes à sucre, bien plantées sur un bon terroir. Et ça a été mon travail pendant plusieurs années, de trouver les bonnes variétés adaptées à leur terroir. J'ai adopté un petit peu la même démarche que l'on fait dans le vin. Je suis moi-même issu d'une famille de vignerons et traditionnellement, on fait toujours ce travail. Quelle variété, sur quel sol, quel terroir, de façon à pouvoir en extraire la quintessence.
Une fois qu'on a cette bonne matière première, elle est bien sûr pesée, puisque ça rentre dans le cahier des charges avec nos producteurs, et ensuite elle est pressée. Alors on n'a qu'un seul pressage qui va permettre d'en extraire le jus de canne qui va ensuite partir en fermentation. On peut dans cet état consommer le jus comme un jus de fruits, donc voilà, c'est un jus de canne, on peut l'agrémenter d'un petit peu de citron, de gingembre ou autre, comme on peut le faire ailleurs, mais il est consommable tout de suite, c'est un jus qui est très sucré, très agréable, les Tahitiens en raffolent, et moi aussi d'ailleurs. Mais l'idée pour faire du rhum, c'est quand même de le faire fermenter. On utilise principalement des levures indigènes de façon à avoir une vraie typicité locale par rapport à des levures sélectionnées. Et ce jus, au bout d'une semaine de fermentation environ, il va être distillé. Le principe de l'alambic, ça va être de concentrer les différents arômes. Donc on part d'un jus de canne fermenté qui a un degré en alcool inférieur à 10 degrés. On est dans les 8-9 degrés, donc on appelle ça le vin, le vésou fermenté. Et le principe de la distillation va permettre en fait de le concentrer. Et on va sortir différents éléments, donc les pas très bons, on va appeler les têtes, donc ça on va les supprimer, pour ensuite garder le cœur de chauffe, et on va s'arrêter au moment des queues qui sont pas très intéressantes aussi. Donc voilà, on fait vraiment du cœur de chauffe avec notre alambic. Pour en faire véritablement un produit d'exception, le rhum, une fois refroidi, ira ensuite vieillir en fût de chêne ou de sherry, d'ancien madère ou bien sauterne. Il sera observé, goûté, préservé, jusqu'à ce qu'il s'exprime pleinement. Déjà primé au plus grand concours national, le rhum de Tahaa n'a pas fini de faire parler de lui. Nos rhums aujourd'hui, ils ont une belle identité. Et cette belle identité, on la doit aux premiers anciens qui nous ont ramené ces cannes, qui ont su les sélectionner, à tous nos planteurs, de la passion qu'ils mettent à soigner ces belles variétés de canne à sucre. Et puis aussi au travail de vignerons et de distillateurs. En arrivant ici, on a apporté aussi notre savoir-faire. Donc c'est la conjugaison de ces savoir-faire qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un beau produit. Le visiteur en quête de symboles, qui souhaite plonger au cœur de la culture polynésienne, ne pourra pas passer à côté des iconiques danses traditionnelles qui peuplent déjà son imaginaire. Art, rite ou divertissement, la danse est le langage du corps, la parole du mouvement, l'écriture du geste et le miroir d'une société. Si le mouvement du corps est l'expression de l'âme, le Ōuri Tahiti fait partie intégrante de la vie des Polynésiens et incarne toute la richesse et la puissance d'une partie de leur identité culturelle. Cet art majeur réunit la danse traditionnelle, la confection des costumes, la musique, l'art oratoire du orero, sorte de déclamation poétique, mais aussi des chants appelés himene, issus du métissage entre les anciens chants polynésiens et les cantiques protestants. Chaque année, en juillet, le Ōuri Tahiti est célébré lors des grandes fêtes du Heiva, une compétition pour laquelle les groupes de danse venus de toute la Polynésie française se préparent des mois durant. Sur scène, jusqu'à 200 danseurs composent des tableaux vivants monumentaux ainsi que leurs costumes. La confection des costumes, oui, c'est tout un art aussi ouais, dans la danse. On coud nos végétaux, nos fleurs, nos feuilles, tout, sur des supports, sur du pain auré, ou aujourd'hui même on prépare des bases à l'avance avec du tissu, de la talatane que l'on recouvre. On met du velcro et tout est cousu sur ces bases-là. Aujourd'hui, on a utilisé du pain auré, tout simplement, là. Et on a cousu à l'aide d'un bolduc nos feuillages et nos fleurs. Ouais, c'est tout un art. J'ai utilisé du tiatiamaua, des fougères, du mitoapua. Ensuite, j'ai utilisé des fleurs odorantes comme le pitaté, le moteuil.
Ensuite, nous avons du miri aussi, du tiare Tahiti, des monettes doubles, la nervure de Haut-Hiver que j'ai effiloché et tout, voilà, en forme de rosace et de petits pendants, de petits pois-pois. Les costumes végétaux se préparent la veille du spectacle avec les danseurs, danseuses, toute la journée jusqu'à tard la nuit. Quand tu es dans la danse, il faut être passionné de tout et le costume aussi. Ouais. C'est bien de danser, mais c'est mieux aussi de savoir confectionner soi-même ses costumes. Alors, les qualités pour être une bonne danseuse ou un bon danseur, il ne faut pas avoir peur du regard des autres, il faut aimer sourire, il faut aimer sa langue, il faut connaître sa langue, il faut avoir l'oreille musicale aussi, il faut aimer chanter, il faut aimer vivre sa danse, il faut aimer sa culture. La danse, pour toute civilisation, a toujours fait partie de la vie. Danser, comme chanter, comme pleurer, la danse est universelle. Et la danse a toujours fait partie de la vie des Polynésiens. Lorsque c'est la fête, lorsque c'est un mariage, lorsque c'est un anniversaire, lorsque c'est une réunion familiale ou une réunion religieuse, on a toujours dansé. Le Ori Tahiti, pour moi, il parle de la tête aux pieds. Ce n'est pas simplement « sois belle »,« souris », non. Le corps entier dans le Ori Tahiti exprime le thème, les paroles et l'histoire sur laquelle tu es en train de danser. Alors le Heiva se passe tous les ans dans la ville de Papeete. C'est une compétition de danse. Tous les thèmes qui sont utilisés doivent être connectés à la vie polynésienne, à la culture polynésienne, à l'histoire de toute la Polynésie et du Polynésien. Voilà. Et c'est là où je travaille. Mon groupe s'appelle Otahitié. Et Otahitié a été créé en 1986 jusqu'à aujourd'hui. Mais pour moi, participer au Heiva, c'est une grande messe. C'est un moment où tu sors au plus profond de tes tripes, au plus profond de toi-même et de ton âme et de ton esprit, l'amour que tu as pour ton pays. Spirituellement, énergétiquement, c'est énorme. Lorsque je décide d'aller au Heiva l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 3 ans, je commence déjà à réfléchir au thème. Parce que j'aime bien avoir des thèmes profonds. Et je choisis l'auteur qui va écrire mon thème. Et pour moi, il est très important, bien sûr, que cette personne comprenne bien la langue tahitienne et sache la manipuler, soit un poète. Lorsqu'il y a des thèmes particuliers, donc je demande à la nature sa clémence et je suis allé sur le récif, là-bas à la Pointe Vénus, j'avais justement besoin d'avoir 2 burgos. Ils étaient là tous les 2. Donc je leur ai parlé, je dis, si vous êtes tous les 2 là, c'est que les ancêtres ont entendu ma demande. Donc quand je les ai percés, j'ai mis exactement pareil. On avait l'impression qu'ils étaient en train de se parler. Je t'assure, moi je suis... Le thème de Otahitié l'année dernière, c'est Teho Nundui, le souffle
il parlait du souffle. La transmission du savoir par le souffle, ce qu'on appelle le dernier Ha. On l'a divisé en 4 parties, le spectacle. La première partie est cette transmission du souffle qui se fait. Tehonunui, la transmission par le dernier souffle, par la bouche de l'ancêtre qui s'en va et qui transmet à un jeune, qu'elle soit homme ou femme, qu'il aura choisi et qui aura décidé de prendre le souffle de son ancêtre. La deuxième partie, c'est un retour en arrière, raconte l'époque où on allait dans les vallées, on allait dans la nature profonde, où on dansait, où on chantait, où on vivait pleinement avec la nature, où on vivait avec ce savoir qui nous avait été transmis. Nous, êtres humains, nous nous sentons notre coquille bien remplie lorsqu'on est avec la nature. Et on se rend compte de plus en plus, nous faisons partie de la nature. Nous sommes terre, nous sommes eau, nous sommes feu, nous sommes vent et nous sommes vides. Dans la troisième partie du spectacle, cette génération arrive à un moment charnière où ils se demandent à quoi je dois m'attacher. Cette perte totale de la culture, cette perte totale de ce savoir qui a été transmis mais qu'on n'a pas su capter à cause des vicissitudes de la vie, à cause des choses qui vont trop vite, à cause de cette culture occidentale qui est belle, mais qui n'est pas la nôtre. Je dirais que notre vie d'aujourd'hui, pour clôturer le spectacle, la quatrième partie, parle de cette perte d'identité qui est flagrante aujourd'hui, cette perte de la transmission. Et cette transmission par la voix, par les chants, vient du souffle. Cette connaissance vient du souffle. Et je suis sûr de ce que je dis, c'est que ce souffle, c'est ce que les ancêtres ont emmagasiné pendant toute leur vie, tout ce qu'ils ont appris. Ils veulent, à travers ce souffle, transmettre que cela vive toujours jusqu'à la fin des temps. Donc c'était Tehonunui. Si l'appellation Oriteiti semble rattacher cette pratique culturelle aux îles du Vent, les 5 archipels qui composent la Polynésie française ont pourtant mis toute la différence et la richesse culturelle de leurs îles dans leur propre danse. Ailleurs, on continue aussi à créer et transmettre ces savoirs dans un souffle profondément libérateur. Aux Marquises, le Rakamanu, la danse de l'oiseau, oubliée depuis près d'un siècle, a été réinventé sur la base d'une légende qui symbolise l'amour et la vie. J'ai commencé à danser à partir de l'âge de 3 ans. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui pratiquent la danse, le chant, les instruments qui sont le pahu, la flûte nasale et le pou. La danse de l'oiseau est typiquement dansée par des femmes. Elle a été créée par ma grand-mère, la toute première femme qui a dansé la danse de l'oiseau, au tout premier festival des Marquises en 1987. Ce sont des pas aériens, tu mets tes 2 pieds en l'air, mais il y a longtemps de cela, ce n'était pas comme ça. La danse de l'oiseau d'aujourd'hui a été modernisée. Au temps de ma grand-mère, les 2 pieds ne se levaient pas, mais ils laissaient par terre et ils bougeaient que les hanches et les bras. Moi, dans ma vie future, je voudrais transmettre ça à mes enfants, mes nièces, mes cousins, tous ceux qui voudront s'intéresser à cette culture.
Ma famille sont les gardiens de la culture marquisienne. Je suis fière d'avoir hérité de tout ça. Comme on le dit souvent, danseuse à la naissance et danseuse jusqu'au tombeau. À visiter la Polynésie française, on peut s'étonner de voir la richesse de la culture ou des panoramas. On peut savourer la gastronomie et l'accueil polynésien. Mais il restera toujours de quoi s'émerveiller de la première à la dernière minute. Et quand on veut parler d'un véritable symbole du luxe venu du Pacifique, on ne peut passer à côté des perles de culture de Tahiti. La nature et la culture semblent s'être donné rendez-vous pour la genèse d'une gemme venue des profondeurs des lagons. Un cadeau pur et fascinant de mère nature que les hommes ont pris le temps de connaître et maîtriser pour notre plus grand bonheur. Cette sphère, probablement pas parfaite, fait appel à des sentiments venus eux-mêmes du plus profond de notre être. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, des atomes et leurs électrons, aux planètes et leurs étoiles, la sphère est présente. Elle est où elle fait. Elle supporte où elle contient. Elle exprime dans sa forme une sorte d'aboutissement, de perfection. œuf ou ovule, elle permet à la vie de se développer avant d'explorer le monde. Rien d'étonnant donc à ce que notre admiration pour la sphère soit aussi puissante. Les nacres typiques de Polynésie, qui prolifèrent naturellement dans les eaux calmes et nourricières des lagons bleus multicolores, sont bien les précieuses mères des fameuses perles noires de Tahiti. Noires, vous dites ? Si on se prend autant de passion pour l'enfant du lagon, c'est que ces reflets contiennent bien plus qu'une absence de couleur. Non, elles sont multicolores. Penchons-nous sur les précieuses perles de Polynésie en allant à la source la plus prestigieuse de ces rivages, à Mangareva, dans l'archipel des îles Gambier. Le lagon de Mangareva est particulier par rapport à sa configuration, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est à moitié fermé et l'autre partie qui est ouverte. Donc ce lagon est riche donc, au niveau de renouvellement de l'eau, donc en approvisionnement du plancton, quoi. Et c'est ça la particularité des gambiers, c'est qu'on a donc des nacres qui sont vraiment en bonne santé, quoi. Avant l'arrivée des missionnaires 1834, il y avait déjà le commerce de la coquille de la nacre. Et ça spécialement pour les boutons. Aujourd'hui, c'est fait pour l'artisanat et en marqueterie. Aujourd'hui, on est à peu près une centaine de perliculteurs, c'est-à-dire 100 fermes perlières. Spécialement à Mangareva, 80% des jeunes travaillent dans la perliculture. Et c'est ce qui fait vivre notre population des gambiers. Les fermes perlières, c'est-à-dire les farets de greffe, se situent sur des patates de corail qui sont implantées soit au milieu du lagon, soit rattachées un peu à la rive. L'élevage se fait en plein lagon et tout ce qui est aussi captage de naissains, collecteurs, se trouve dans le milieu naturel.
les étapes dans une ferme perlière, premièrement, c'est l'approvisionnement de la matière première. Donc, c'est de faire donc, la pose de collecteur pour avoir les naissins. Donc, les naissins, c'est les petites nacres qu'on récupère sur des collecteurs et qu'on va l'élever pendant à peu près 3 années et pour qu'ils arrivent à maturité pour être greffés après. Après élevage de 3 ans, là, donc, la nacre elle est prête à être greffée, donc à recevoir un nucléus avec un greffon pour en donner une perle après. Nous, les Mangaréviens, on préfère récolter nos perles 18 mois après la greffe. C'est 5 ans de travail pour obtenir une perle prête à la commercialisation. Il y a plusieurs formes. On commence par la ronde semi-ronde, donc c'est plus sphérique. Après, il y a des ovales boutons, il y a des semi-baroques, il y a des baroques et il y a des cerclés. Et après, il y a une panoplie de couleurs qu'on obtient par rapport aux greffons qu'on choisit. Donc, il y a la coupe de greffons, il y a le choix de greffons qui va déterminer la couleur, mais pas à 100%. La perle de culture de la Polynésie, elle est unique par des fois sa couleur, sa taille, son orient, avec surtout un éclat, le lustre qui est parfait, et c'est vraiment un joyau, quoi. Ce qui fait la réussite du produit, c'est surtout le travail du perliculteur, le suivi, l'accompagnement, tous les apports pour la propreté, donc surveillance et ainsi de suite, quoi. C'est vraiment beaucoup de travail pour arriver à la perfection. Je pense que le métier de la perliculture, ça va se transmettre de père en fils. Et il y a encore tant d'avenir pour la perle, parce que tant qu'il y aura des femmes, il y aura des perles. Je m'appelle Richard Van et au sein de l'entreprise familiale, je suis le responsable de toutes nos boutiques ici, donc nos 9 points de vente. On fait tout pour vendre la perle. L'expérience, on l'a depuis plus de 40 ans. On a des techniques de nos fermes perlières que nous seuls connaissons et que nous appliquons. On a un respect forcément de la nature qu'il faut avoir. Sans elle, on n'existe pas. Et c'est ce profond respect de la nature et l'observation de ces mécanismes qui a conduit un certain Mikimoto à créer la toute première perle de culture. Son rêve, orné de perles, le cou de toutes les femmes du monde. Mikimoto, c'est un peu le dieu de la perle, j'ai envie de dire. C'est lui qui a vraiment lancé l'activité perlicole au Japon.
Dans le sillage du maître perlier, la maison Vannes a su porter ce savoir-faire à son apogée. Alors la perle de Tahiti en elle-même est déjà par elle-même le seul gemme français. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que l'huître, donc la huître à lèvres noires, c'est pour ça qu'on appelle la perle noire de Tahiti, s'est vue naître en Polynésie française. Ce qui la distingue le plus de toutes les autres perles, c'est le panel de couleurs qu'elle peut avoir. Ça peut aller du peacock, donc du vert, à l'aubergine, au plus rose. Ça peut aller au blanc, au cuivre. Il y a vraiment une panel infinie de couleurs qu'on peut retrouver. La perle, ça brille. Et je pense que depuis la nuit des temps, tout ce qui brille attire l'œil humain. C'est un goût de luxe. Quand on prend une perle, c'est pas juste un bijou, c'est tout un travail derrière, c'est du temps. La perle, contrairement au diamant, aux autres pierres, à l'or, à l'argent, à toutes ces matières précieuses, on n'adapte pas la perle au bijou. C'est le bijou qui doit s'adapter à la perle. Tout ce travail de création se fait autour de notre perle. D'autre part, la perle est naturelle. Ça veut dire qu'elle a sa couleur, elle a sa forme. Et on doit travailler en plus de ça avec la rareté du produit. Chaque perle est unique. Donc, d'un design, même si le design est le même, la perle ne sera jamais identique. Ça sera toujours différent. C'est dans cela que chaque personne se reconnaît en fait. C'est vraiment un bijou qui demande à nous, êtres humains, à nous adapter à lui. En termes de production, on a les aléas de la nature, on a les températures, on a les marées, on a le vent. Et en termes de production de bijoux, on a la perle en elle-même qui nous oblige à la suivre. On est obligé de la suivre. On ne peut pas la forcer à s'adapter à nous. Tout le bijou est fait autour de ça. La perle nous apprend la patience à nous tous. On peut attendre 1, 2, 3 récoltes avant de trouver une seule perle qui matcherait avec le collier qui est en cours de montage. Et aujourd'hui, dans nos coffres, on a des colliers qui sont à moitié montés, qui attendent toujours leur perle. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas. Donc c'est une des valeurs qui nous lie tous et qu'on doit tous respecter. Une passion et un éloge de la patience que Robert Vannes, le fondateur de la maison, a su transmettre. Aujourd'hui, c'est un bijou qui le passionne et qui a façonné sa vie, ainsi que la nôtre. La Polynésie française offre à ses visiteurs 5 iconiques archipels composés de 120 îles. Autant de paradis, autant de visages et d'identités qui font la richesse de ce grand territoire. Pour visiter la société, les Gambiers, les Tuamotu, les Marquises ou les Australes, plusieurs options se proposent aux voyageurs. Mais la plus confortable et aussi la plus iconique façon de visiter ces précieux archipels, c'est bien sûr par la mer, à bord des bateaux de croisière. Une croisière en Polynésie n'est pas une course contre la montre. L'homme y prend le temps de se déplacer, de découvrir et de ressentir les environnements qu'il traverse. Il y prend le temps de vivre. Pour nous accompagner dans cette démarche authentique, les équipages et les bateaux polynésiens sont les guides de cet univers, fait de culture, de paysages et de rencontres inoubliables. Rendons-nous d'abord, pour commencer notre voyage, à bord du prestigieux MS Paul Gauguin. Well, Paul Gauguin is a very unique product, to tell you the truth, due to the fact that this company has been in operation for the past 21 years.
The hotel crew, together with the deck and engine crew, we have an average of 215 to 220 crew members. 21 different nationalities. We have Europeans, we have Asians, we have South Americans, we have Americans. The service on board the ship is excellent. It is luxury. We have 3 restaurants, great meals, great service, open bar, everything is inclusive. We have a beautiful spa. We have a boutique in reference to pearls, best quality and designs all over French Polynesian. We have a casino, we have a marina with professional divers that will be able to actually even certify people coming on board, people that don't have the certifications to dive. However, at the same time, we also promote the culture of French Polynesia. So I would say it's a combination of both of it. You know, luxury because we have many things to offer to our clientele. In reference to the culture, part of our entertainment is actually the Gauguins and the Gauguines that we have to be able to promote the French Polynesia culture. The Gauguins and the Gauguines, they start from the beginning. By the time the guests embark on board, they will be able to do the singing and the welcoming. They're involved with all the daily activities. They do 2 or 3 shows per week. All depends on the itinerary. They socialize with the guests and they pretty much get the chance to get to know them and promote their cultures. They're involved with all the entertainment department in reference to the activities. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Sous leurs traits d'anges des mers du Sud, les Gauguins et les Gauguines sont de parfaits initiateurs. Ils et elles sont des ambassadeurs qui vous embarquent au cœur de leur culture polynésienne, dans des voyages aux îles de la société. Mais ils ne sont pas les seuls. Au départ de Papeete, voyageant au Tuamotu et dans l'archipel des Marquises, l'Aranui 5 et son équipage se donnent tout autant dans la découverte et le partage de ces cultures singulières. Ils sont aussi un véritable cordon ombilical entre la capitale et ces îles si éloignées, en leur servant de cargo pour les produits de première nécessité, comme pour le confort moderne. L'Aranui, c'est vraiment l'unique navire ici, en Polynésie, qui arrive à concilier le cargo, le transport de fret pour les îles et à la fois la croisière pour les passagers. Et ça, sur les magnifiques Marquises, c'est vraiment un super endroit. L'Aranui 5 passe soit par le nord, soit par le sud de l'archipel des Marquises. Et il faut savoir qu'il y a 6 îles qui sont habitées que nous visitons. Il y a Nuku'hiva que l'on visite d'abord pour la cathédrale et deuxièmement pour le site archéologique de Kamuihe, qui est très grand avec ses banians géants. On passe ensuite par Uapo pour que les passagers puissent savoir c'est quoi les pics de Uapo. Et deuxièmement, au niveau des ressources terrestres, la pierre fleurie, qu'est-ce que c'est? Hivaoa, on y passe 2 fois parce qu'à Hivaoa, dans le nord, il y a le site archéologique de I'ipona avec les grandes statues de Takai'i, les grandes statues rouges. Nous repassons ici dans le village de Atuona ensuite pour aller visiter les tombes de Brel et de Gauguin. On arrive aussi sur Tahuata où on fait un arrêt plage pour une belle plage à Kokoo, mais aussi on passe dans le village de Veitahu où la spécialité de l'île c'est la gravure sur os. Aujourd'hui, nous sommes à Fatu'iva. On vient de faire des démonstrations pour le tapa et le bouquet fleuri, qu'on appelle le umuhei. Et aussi, on organise la plus grande marche de la croisière qui fait à peu près 15 km en total.
pour atterrir de l'autre côté cet après-midi dans la baie des Vierges à Hanavavi. Il n'y a pas de surprise, la route, c'est des virages et des montées, toujours en positif. Mais à la clé, on a de beaux points de vue. On va redescendre et là, on va passer sur de très beaux paysages montagneux. On a les collines, les falaises, on passe des paysages verdoyants à des paysages volcaniques totalement rouges et dénudés d'arbres, on va dire. Mais aussi, lorsque l'on fait la descente, on n'a plus vraiment l'impression de se retrouver aux Marquises. On a peut-être cette imagination de se trouver dans les montagnes écossaises et tout ça, en Bretagne avec les falaises. Donc les gens, quand ils font cette marche, ils ont un peu l'impression de retrouver un peu de chez eux ici aux Marquises. C'est une croisière simple, c'est un petit bateau, il y a 200 passagers, donc c'est vraiment une croisière qui est familiale, où les gens adorent être ensemble et se mélangent avec l'équipage aussi. On s'occupe beaucoup des passagers, on passe beaucoup de bon temps ensemble, ils n'ont pas forcément l'habitude. Et lorsqu'ils sont avec nous, c'est comme s'ils faisaient partie de la famille de la Ranui 5. À chaque voyage, on a toujours des nouveaux membres de la famille qui sont créés. Cet esprit de famille, c'est vraiment ce qui caractérise une croisière à bord d'un navire polynésien. Mais chacun a son identité et sa manière de vous faire découvrir les îles et leurs trésors. Et justement, quittons maintenant les Marquises pour rejoindre l'un des plus beaux lagons de Polynésie, dans une croisière beaucoup plus courte, mais en tout point iconique. Le Homana, c'est un bateau assez particulier parce que c'est le plus petit bateau de croisière qui navigue dans les eaux polynésiennes, avec uniquement 12 cabines, donc ce qui fait un produit extrêmement atypique et très intimiste. L'expérience du Homana, c'est la découverte de la Polynésie et des Polynésiens au travers la visite de deux îles iconiques des îles sous le vent. Avec des embarquements à Rayatea, des visites de Bora et de Ta'a, ou la croisière dans l'autre sens, au départ de Bora, avec un débarquement à Rayatea. Pendant ces 3 jours, on visite donc Bora Bora et Ta'a, qui sont deux des plus beaux lagons des îles sous le vent. On offre une croisière d'un niveau de confort comparable à des hôtels 4 étoiles. Donc on est sur un service relativement haut de gamme. Ce qui va faire la grosse différence, c'est la proximité entre l'équipage et les passagers. Dès l'arrivée à bord du Homana, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un lien et une proximité entre nos passagers et l'équipage. On oublie toute cette distance qui peut être mise dans les grands hôtels et on accueille vraiment les touristes au sein d'une petite famille qui est la famille de l'équipage du Homana. Pendant ces 3 jours de croisière, on va pouvoir visiter vraiment les îles complètement aussi bien à terre que sur les lagons. Et par exemple, à Ta'a, on propose une activité en demi-journée sur l'île principale où on va visiter une ferme perlière. On va visiter une plantation de vanille et une distillerie de rhum. Ça permet vraiment d'avoir aussi le côté terrestre des îles, en plus des lagons où le Homana va être mouillé sur ces 3 jours de croisière. Pendant la croisière, il y a certains repas qui sont pris à bord du Homana, mais aussi certains repas qui sont pris sur des petits îlots autour de Ta'a ou de Bora, et en particulier un petit déjeuner les pieds dans l'eau, qui est un peu la marque de fabrique du Homana depuis des années. Donc à bord, on a 2 types de cabines, des cabines standards qui font une quinzaine de mètres carrés, et puis une très grande suite qui est située sur l'avant du navire, qui fait 45 mètres carrés, avec 3 espaces différents, un espace salon, un espace couchage, et puis un deuxième petit espace salon.
Pendant la croisière, on va aussi proposer à nos clients de goûter un petit peu à certaines activités culturelles polynésiennes. On va par exemple leur apprendre à faire du tressage, à jouer un petit peu de musique, à cuisiner polynésien. C'est quelque chose qui est fait par tout notre équipage et même notre équipage prend beaucoup de plaisir à faire ces ateliers. Avec ses 36 mètres pour une vingtaine de passagers, le Omana offre vraiment beaucoup d'espace, ce qui permet à nos clients d'avoir une expérience très intime. Il y a plein de petits endroits sur le navire où les clients vont pouvoir passer un moment en couple ou à quatre. Vraiment, c'est un produit qui va être presque confidentiel. On va pouvoir aller dans des endroits où tous les autres navires ne peuvent pas aller et vraiment explorer ces lagons de fond en comble pour offrir à nos clients une vision très différente des îles. Il y a ceux qui voyagent pour changer d'idée, pour avoir le souffle coupé, pour grandir, pour revenir à l'essentiel ou pour se perdre. D'autres qui recherchent l'aventure, la sérénité, le rêve, l'authenticité ou la rencontre. Mais quelles que soient nos raisons, la Polynésie offre 1001 façons d'appréhender le voyage. Hors des sentiers battus, les petites maisons d'hôtes offrent la proximité et le partage d'un instant de la vie à la locale. Dans le même esprit, les pensions de famille créent elles aussi un lien avec le voyageur en misant sur l'immersion culturelle et la découverte des savoirs traditionnels. Ceux pour qui voyager, c'est vivre, y trouveront assurément l'authenticité et le charme naturel loués par les premiers explorateurs et autres artistes, inspirés et conquis par l'accueil polynésien. La presqu'île de Tahiti est un endroit encore sauvage, préservé et peu balisé. Loin de l'agitation de Papeete et des circuits touristiques habituels, le visiteur n'a d'autre choix que de se laisser guider par l'habitant pour découvrir les trésors cachés dans cet écrin de nature. À la Villa Beau, proximité et partage sont les maîtres mots. La Villa Beau est située sur une butte de 50 mètres de haut qui domine le lagon sur 180 degrés. La définition de BO veut dire bonheur d'outre-mer. Nous avons 2 infrastructures qui comportent un pharet de 2 chambres et une chambre indépendante située dans la maison principale. Nous avons un jardin très luxuriant de 2500 m², un grand deck avec une terrasse immense qui permet de prendre le petit déjeuner. Il y a la piscine au bout et de se reposer aussi. Ce qu'il y a de bien à Te Aupo, c'est que c'est loin de Papeete. On a l'impression d'être dans un petit village. C'est un endroit où on se sent apaisé, tranquille. Te Aupo, c'est le bout du monde. Nous retrouvons souvent une clientèle qui est en demande de ce cadre de vie luxuriant, reposant, proche de la nature. Quand on leur demande pourquoi vous venez jusqu'à nous, on nous dit parce que c'est très loin de Papeete et qu'on a l'impression de voyager. Quand on arrive ici, on a l'impression d'être ailleurs. Quant aux étrangers, ils viennent essentiellement pour le surf ou des compétitions même. Hein. Mais quand ils arrivent, le premier mot, c'est pas bonjour, c'est waouh. Ça, nous l'entendons souvent.
C'est très agréable. Nous l'avons fait, nous, plusieurs fois avant de nous installer. On est venu plusieurs fois vérifier qu'on faisait le bon choix en faisant sans arrêt des « waouh ». Ce qu'on a voulu apporter à ces personnes-là, c'est plus qu'une pension de famille. C'est vraiment la maison d'hôte, la petite structure qui permet de se rapprocher de la personne pour l'aider à passer un bon moment. Et que nous sommes là, nous avons l'impression de jouer ce rôle, de permettre de trouver des endroits qui seront pour eux des moments uniques à vivre. S'il est un territoire de légende, où le temps semble suspendu et la tradition encore vibrante, c'est bien aux Marquises, la mythique terre des hommes. Dans l'archipel habité le plus isolé au monde, authenticité et immersion culturelle prennent tout leur sens. Des falaises abruptes, battues par les déferlantes, plongent dans des eaux bleu cobalt. Des vallées profondes et impénétrables renferment des forêts sacrées où se jettent d'interminables cascades. Un décor taillé pour les visiteurs en quête d'absolu, où la lumière et les tempêtes parlent à notre imaginaire. Un certain Paul Gauguin a peint ses cavaliers sur la plage à Hivaoa, hantés par cette terrible démangeaison d'inconnus. Une curiosité que la pension de famille Hanake cultive avec un accueil taillé sur mesure. Ici, on est dans l'île de Hivaoa et plus précisément au-dessus de la baie de Taha'uku. Nous sommes à 100 mètres d'altitude, donc sur un genre de promontoire. C'est pour ça qu'on est sur pilotis, parce que c'est tout à fait un tombant. Mais c'était logique de faire cet ensemble-là à cet endroit-là parce que ça donne une vue qui est absolument imprenable sur la baie, vue sur le village d'en face. On voit aussi une vue sur le fond de vallée, le cirque qui est tout à fait extraordinaire. Et sur la gauche, on voit aussi un petit peu l'océan. D'abord, l'idée du site, c'est quand il y a eu les cyclones en 1983. Et ici, on a eu assez peu de vent, mais on a eu beaucoup de pluie. Donc, quelle est la structure géométrique qui tiendrait le mieux? C'est très simple, c'est le triangle équilatéral. La charge est répartie un peu partout. Donc le but, c'était de faire ça. Donc j'ai fait tout le squelettique avec mon fils. Et puis j'ai eu une équipe qui a fait, alors bien sûr, les pilotis en béton et qui a fait le bardage. Et puis après, une fois que c'était fini, je me suis installé dans un bungalow. J'ai fait tout les finitions et après le deuxième, le troisième et ainsi de suite jusqu'au 6e. C'est une entreprise familiale, bien sûr. J'ai démarré ça puis avec mon épouse. Et puis, mes enfants ont quand même pris ça en main maintenant, puisque mon fils s'occupe de tout ce qui est excursions et autres activités. Et ma fille s'occupe de la gestion. Propose des sites archéologiques. Évidemment, il y a les grands tikis, la grande traversée de l'île, qui est tout à fait remarquable. Bon, il y a les tikis, mais il y a aussi l'explication de la faune et les pétroglyphes au fond de la vallée. Je crois que les Marquises, surtout, c'est l'authenticité. Et c'est ce qui a plu, d'ailleurs, à tous les différents navigateurs. On est loin de tout, ici. Donc les gens sont comme la nature. Je crois que ça peut se résumer à cela. Quand on rencontre quelqu'un ici, il ne triche pas, il ne joue pas un rôle. Alors que dans la vie de tous les jours, actuellement, les gens, ils ont une façade, ils jouent un rôle quelque part. Ici, ça n'existe pas. Les gens sont naturels, ils sont cash, comme on dit. Et c'est parfaitement sincère. Et nous, on est très bien ici. On est dans notre petit havre de paix. Et je crois que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On a bien du mal à trouver ça ailleurs. Et il a bien raison quand il nous dit que cette sincérité et cette sérénité sont des maîtres mots en Polynésie. Mais cet ailleurs n'est parfois pas si loin. Tahiti, la petite, en tahitien, est loin d'avoir livré tous ses secrets.
Pour ceux qui souhaitent faire l'expérience originale de pension d'exception, le Vanira Lodge est conçu pour être en symbiose avec la nature luxuriante de ce petit coin de paradis sauvage. On a eu à cœur, quand on a décidé de faire le Vanira Lodge, de construire les bungalows, de respecter le site. Le lieu est absolument magnifique, face à la mer, adossé à la montagne, aucun voisin, sur un plateau à mi-hauteur, un plateau à 50 mètres, et avec une végétation luxuriante, une pente naturelle, une rivière, des très jolis points de vue sur la mer. Donc il était hors de question d'aligner des bungalows au cordeau, et de les faire dans des matériaux qui ne soient pas directement issus de la nature. Ce qu'on voulait, c'était que les farets se fondent dans la nature. Donc c'est une architecture à base de bambou, de pierres de rivière, de bois écorcé, avec principalement des matériaux qu'on a trouvés autour. Alors c'est vrai que les artisans qui ont fabriqué les premiers bungalows les concevaient comme des sculptures, comme des œuvres d'art, et ils ont eu à cœur que chacun soit différent, que chacun ait un style, une âme, et c'est ce qui fait le charme de l'endroit. On a une gamme de 3x3 bungalows, puisqu'il y en a 9. Donc il y a ceux qu'on appelle les farets nature, qui sont ceux de la première génération, avec ces toitures de type pandanus, dans lesquelles il y a beaucoup de bois, du bois écorcé, du bambou, des pierres de rivière. Ensuite, on s'est aperçu, un peu amusé, que ça ne correspondait pas à tous les profils, qu'on avait des gens très urbains, qui n'étaient pas prêts au choc culturel que cela pouvait représenter d'habiter dans un bungalow qui donnait sur la nature. Et on a ensuite fait des farets qui fermaient, entre guillemets. Et ceux-là, on les a appelés les farets terrasses, parce qu'ils ont des sortes de baies vitrées qui donnent sur des terrasses. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait une demande de quelque chose un peu plus haut de gamme, de bungalows climatisés et de bungalows avec jacuzzi. Donc on a fait une dernière gamme qui sont les farets veille, veille voulant dire eau, ou les farets spa, qui s'adressent à une clientèle un petit peu plus luxe, on va dire, un petit peu plus agence de voyage. On a eu à cœur de proposer des activités polynésiennes comme la danse tahitienne. On propose à tous nos visiteurs de faire 1 heure de danse tahitienne. C'est gratuit, c'est offert par le Vanira Lodge, de manière à faire découvrir cette activité. Et pour ceux qui ne veulent pas le faire, on propose en remplacement du tressage, la fabrication de couronnes, la fabrication de petits objets en vannerie, de manière à découvrir aussi ces activités polynésiennes. Il y a enfin la possibilité de s'initier à la cuisine traditionnelle polynésienne, le poisson cru, le poé, et de déguster ensuite ce qu'on a préparé. Que nous demandent les clients quand ils arrivent, c'est de faire une excursion au bateau, d'aller voir la vague et d'aller aussi là où la route s'arrête, qui est un petit peu une zone sauvage qu'on a envie de découvrir. Quand on est à la presqu'île, on a l'impression de s'être vraiment éloigné de tout ce qui est civilisation. Et en 1 heure de route, c'est comme si on avait pris l'avion pour aller dans une petite île. Les gens ont toujours ce sens de l'accueil, il y a toujours cette authenticité. Ce côté, on vit à la fois du Faapou et de la mer, on va pêcher en pirogue, et c'est ça qui fait le charme de la presqu'île.